si je suis sûre d'arriver 20e, je vais avoir du mal. J'ai du mal à partir en fait. Donc oui, je me dis pas je vais le faire, je me dis je vais tout donner et peut-être que sur un malentendu ça va passer. Donc voilà, je suis dans cet esprit-là. Donc je discute avec Megan Kimmel d'ailleurs à ce moment-là, trop marrant. Elle vient me parler dans le SAS Elite là, et elle me dit ah toi non plus t'as pas pris de bâton. Alors je dis bah non. Elle me dit ah c'est la première fois que je fais un ultra. Je dis bah ouais moi aussi. Donc on n'était pas plus rassurés l'une que l'autre. Salut à toutes et à tous, chers trailers, chers trailers. J'espère que toute la communauté du LTP se porte bien. Et pour rappel, le Let's Try Podcast, c'est un podcast qui fait parler, ou qui essaye de faire parler, la majeure partie des gens qui constituent la communauté du trail running. Et après plus de 70 épisodes, j'espère remplir ce rôle et je suis en tout cas très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et avant de vous présenter la nouvelle invitée du jour, eh bien, je voulais faire passer quelques petits messages. Et le premier, c'est, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages d'encouragement que je reçois via tous les moyens de communication, que ce soit les plateformes, que ce soit les mails, que ce soit les réseaux sociaux. Sachez que c'est un vrai boost d'énergie et je vous en remercierai jamais assez. Dans un deuxième temps, je tenais à saluer tous les membres de la communauté Patreon qui nous ont rejoints dès le début ou qui nous ont rejoints récemment. Sachez qu'on forme une belle petite équipe et que si vous rejoignez les Patreons, vous pourrez bénéficier de certaines des vidéos que je réalise de mes entraînements, où vous en saurez plus sur les backstage du LTP et vous participerez également aux visios qu'on réalise régulièrement. Donc rejoignez-nous et vous ne serez pas déçus, vous intégrerez une super équipe. Donc pour ce faire, c'est très simple, rejoignez-nous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Alors aujourd'hui, je reçois dans cet épisode une athlète d'ultrafond de la team Oka Oneone, professeure d'EPS en Savoie. C'est l'une des meilleures ultra-trailers du moment. Elle a remporté notamment la TDS 2018 et 2019 et a terminé seconde de la Diag en 2018. Elle s'essaie régulièrement sur différents types d'épreuves d'endurance et elle a d'ailleurs performé sur 100 km à Sacramento le 23 janvier en réalisant un temps de 7h40 et 36 secondes. Si la situation sanitaire le permet, cette année 2021 sera pleine d'ambition puisqu'elle participera à la Western State Endurance Run en juin et à l'UTMB en août. Nous nous sommes entretenus au retour d'une de ces courses de préparation qui a eu lieu en Californie sur la Canyon Endurance Run, lors de laquelle elle termine 3ème et elle nous racontera quelques péripéties qu'elle a subies. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Audrey Tanguy. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Tanguy. Audrey, je te remercie, je te salue déjà et je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Bah écoute, merci à toi de m'inviter, ça me fait plaisir d'être avec toi. Alors là, encore une fois, j'ai été heureux d'apprendre que tu as écouté quelques-uns de mes épisodes, donc ça me touche énormément. Et il faut savoir qu'on a eu un petit souci de planning, puisqu'en fait, on a calé un rendez-vous, mais malheureusement, tu n'étais pas dispo parce que tu étais à la Canyon Endurance Run en Californie, et donc on a été obligé de décaler. Mais bon, comme je disais par mail, tu avais une bonne raison de ne pas être dispo. Hein. Ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est de ma faute en fait. Je t'avais dit une date, et puis en fait, je me suis engagée sur une compète. C'est vrai que les emplois du temps changent pas mal, enfin ont pas mal changé ces derniers temps parce qu'il faut s'adapter avec ce qui est disponible, ce qui s'annule, ce qui est maintenu, ce qui change. Donc bah voilà, j'ai saisi l'opportunité et c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on avait rendez-vous. C'est pas un souci, t'as bien eu raison. T'as bien eu raison, comme je disais, c'était une bonne excuse. D'ailleurs, tu vas nous raconter quelques péripéties après sur cette petite semaine que t'as passée là-bas. Ouais. Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots? Bah ouais, alors je suis traileuse et professeure de PS dans la vie, hein, je suis pas uniquement traileuse. J'ai commencé le trail il y a longtemps en fait parce que je viens d'une famille de sportifs, donc ça fait très longtemps que je cours. Je faisais pas du tout de compétition jusqu'à ce que je rencontre Antoine Guillon qui me dise que j'avais du potentiel et que je pourrais peut-être, si j'avais envie, essayer de faire des compétitions un petit peu plus renommées. Ce que j'ai fait, et ça a bien marché. Du coup, j'ai continué. Donc ça fait 3 ans que je suis maintenant dans les compétitions internationales. D'accord, super. Et je fais partie de la Team Oka.
Team Oka One One. On salue Voilà. Antoine Guillon. Donc c'est Ouais, la personne qui t'a mis le pied à l'étrier. On peut dire ça comme ça. voilà, c'est ça. Bon, c'est cool. C'est ça. Moi j'aime bien dans le podcast commencer par le début. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que tu avais des frères, des sœurs? Donc tu viens de le dire, une famille assez sportive, mais est-ce que tu peux préciser un peu tous ces aspects? Ouais. Ah bah oui, ça va me faire plaisir parce que j'adore parler de ma famille. Alors, j'ai grandi dans les Alpes. J'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes. Je te coupe, mais dans les Alpes, à En, quel endroit? en Savoie, pardon, en En Savoie. Savoie. Ouais, en Savoie. Et donc ma sœur a 4 ans de moins, mon frère a 7 ans de moins que moi. Ouais. Et donc mes deux parents sont très sportifs. Ma maman court 2 heures tous les jours. Ma sœur court aussi maintenant tous les jours quasiment. Et mon frère a fait beaucoup de tennis. Mon papa a aussi beaucoup couru d'ailleurs. Il court plus parce qu'il a des problèmes de genoux. Maintenant il fait plus du tennis. Mais il a beaucoup couru par le passé. Donc j'ai grandi là-dedans, hein. J'ai grandi dans un milieu très sportif. Et dans un milieu plutôt social, puisque mon papa est éducateur, ma maman était assistante maternelle. Donc voilà, on faisait des colonies, ils étaient tous les deux directeurs de colo. Donc l'été, on faisait des colos et on faisait du sport. Et voilà, on vivait beaucoup à l'extérieur. Et voilà, j'ai grandi là-dedans. Donc une enfance propice à la découverte de la Voilà. nature et donc du trail, tu nous en parleras un petit peu plus tard. Voilà. Comment tu étais enfant? Tu étais donc à première vue épanouie et Ouais. plutôt ouverte vers les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu étais? Bah, j'étais, oui, bah, c'est ça, très joyeuse, très dynamique. Je faisais beaucoup d'activités, notamment des activités extrascolaires, puisque ma maman nous a toujours accompagnés sur plein d'activités, comme elle était à la maison. En fait, elle avait la possibilité de nous accompagner. Donc, j'ai fait beaucoup de sports différents, notamment beaucoup de patinage artistique pendant 10 ans, D'accord? et à raison de 4 fois par semaine. Et c'était quand même à 35 km de chez moi, donc c'était toute une organisation de la gymnastique, du tennis de table, plein de choses, du cheval, du judo, des tonnes de sports. Voilà, donc j'étais ouais, très sportive, j'adorais tester de nouvelles choses, très sociable, voilà, joyeuse. Non, mais- Et voilà. Et on dit souvent que les sports un peu divers, là, qui ont a priori aucun rapport avec la course à pied, on parle notamment du Mm. foot, du patinage artistique, sont des armes pour les futurs coureurs. En fait, bah, je le sais parce que j'ai fait des études de STAPS, mais il y a quand on fait d'un sport, en fait, il y a une partie qui est générale à tous les sports, ça s'appelle un programme moteur généralisé. Et donc, ça, on peut le travailler effectivement par différents sports et plus on varie et meilleur on va être. Donc, c'est aussi le cas dans l'entraînement. Quand on veut être meilleur en trail, c'est mieux de varier les activités. Déjà parce que ça évite l'ennui et puis aussi parce qu'on va travailler cette partie motrice qui est générale et puis après faire une partie spécifique qui va être propre au sport qu'on va faire. Donc, c'est vrai que si on a beaucoup d'expérience dans différents sports, et ben, on va être plus habile. Et on va avoir aussi bah, un cardio, une endurance qui va être travaillée dans différents domaines. Donc, ouais, je pense que c'est toujours riche d'avoir plein d'expériences, ouais. Donc, toi, dans ton enfance, tu as bien développé ton côté moteur, tes capacités Voilà. motrices. C'est quoi qui t'a Ouais. marqué le plus en étant enfant du point de vue sportif? Sur une compétition, tu veux dire, ou sur De manière en générale, général? quelle activité? Ah bah le patinage, clairement, c'était mon premier amour. J'ai commencé à 3 ans et demi, donc vraiment j'en ai fait. Oui, c'était ma vie, hein. Quand j'étais petite, j'adorais ça. Je faisais des compètes, j'ai passé quand même beaucoup de temps sur les patins et ouais, voilà, c'est vraiment ma première vie sportive, c'était le patinage, ouais, c'est sûr. Pour parler un petit peu ce qui t'a amené à être professeur de PS, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça c'est drôle parce que en fait à la base je voulais pas du tout être professeur de PS. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire en fait. J'ai beaucoup tourné, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait biologie, j'ai fait histoire, j'ai fait psycho, j'ai fait plein de choses. Et en fait à la base je m'étais dit que j'allais peut-être essayer kiné. Ouais, Enfin non, tout début j'avais fait biologie, histoire, puis après je m'étais dit bon allez kiné. Donc j'étais dans STAPS pour ça parce qu'il y avait 3 places en fait pour être kiné. Et je suis arrivée quatrième. Donc, j'ai tenté 2 fois les tirages au sort en Belgique et j'ai pas été tirée au sort. Donc, j'ai continué en STAPS.
en STAPS, je me suis dit, je vais essayer d'être professeur des écoles, parce qu'on pouvait être professeur des écoles avec un master spécifique, ce que j'ai fait. Puis j'ai validé le master, mais j'ai pas voulu passer le concours parce que je me suis dit que ça allait pas me plaire. Ensuite, je suis allée en psycho parce que j'aimais beaucoup la psycho du sport. Donc, je m'étais dit, je pourrais être peut-être ouais, psychologue sportif. Je savais pas trop, en fait. Donc, je suis allée en psycho, j'ai tout validé. J'ai une licence de psycho, du coup. Et puis, finalement, ça me plaisait pas. C'était trop psychoclinique, trop, non, c'était trop abstrait. Moi, j'aimais vraiment ce qui était scientifique. Donc, j'ai validé ça. Puis, j'avais des bourses sur critères sociaux. Donc, j'étais payée, j'avais un petit peu de bourse, en fait, pendant mes études. Donc pendant 6 mois, je suis partie travailler en Colombie-Britannique en tant que jeune fille au pair avec les bourses. Et quand je suis revenue, j'ai validé ma licence de psycho. Puis je suis partie pour être professeure en passant le master 1 pour être professeur de PS parce que je sais pas, je me suis dit que finalement c'était peut-être une bonne idée. J'avais un peu peur en fait parce que en fait, je faisais beaucoup de colo, j'adorais ça et j'aimais beaucoup le rapport avec les jeunes. Et j'avais peur qu'en étant prof, j'ai besoin d'avoir une certaine distance et j'étais pas sûre d'être capable de mettre cette distance. Et au final, après avoir eu ce concours, je me suis rendu compte qu'on pouvait être prof et finalement avoir une proximité avec les jeunes et que ça passait très bien. Et du coup, je me régale dans mon métier. Et si maintenant, si j'avais eu à choisir, si je revenais quelques années en arrière et que je devais choisir un métier, je choisirais celui que je fais parce que je me régale vraiment, j'adore ça. Mais je le savais pas quand, quand je me suis décidée. T'as bien choisi, finalement, au feeling. Voilà, Je, j'ai bien choisi. je viens de comprendre, alors on en reparlera un petit peu plus tard, mais je viens de comprendre d'où te vient cet accent anglais absolument presque parfait que je t'ai Oh, vu, c'est gentil dans ça. lequel je t'ai vu dans une vidéo. On en reparlera un petit peu plus tard. C'est Euh, gentil ça. Est-ce que tu peux évoquer avec nous tes premiers pas de prof de PS, la première fois où tu as géré Ouais. une classe, comment tu t'es senti? Oh là là, mais j'étais stressée, hein. Moi, je suis quelqu'un de stressé, hein. Alors, bon, j'étais très stressée. J'ai oublié de faire l'échauffement. J'ai des élèves qui me l'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit, Madame, on n'a pas fait d'échauffement. J'ai essayé de noyer le poisson. C'était bah, Non, mais n'importe c'est quoi. une Les deux nouvelle premiers technique, jours, c'est rien, c'est- déjà, c'est l'autonomie. Alors, bon, du coup, oui, j'ai zappé l'échauffement, j'ai zappé l'appel. Du coup, j'ai les responsables qui m'ont appelé pour me dire que j'avais pas fait l'appel. J'ai tout oublié la première fois, j'avais pas les clés. J'étais à Paris, déjà, j'étais à 500 kilomètres de chez moi. J'étais toute seule. C'est une catastrophe. Dans un collège qui avait quand même des élèves qui étaient assez difficiles. C'était pas les élèves que j'ai maintenant. C'était très bien aussi, hein. C'était une très bonne expérience, mais c'était pas évident, voilà, pour la première fois. Et voilà, donc j'ai fait 3 ans à Paris comme ça, avant de pouvoir redescendre, ce qui est peu finalement. Et voilà, Un peu le trois même ans sur parcours. On, Paris. on salue Fabien Antolinos qui a un peu le même parcours que toi, qui est Ouais, également prof de PS et qui nous avait raconté aussi ouais. ses premiers pas de prof. Ah bah Assez oui. stressant aussi. J'imagine ça doit pas être simple, hein. On se rend pas compte, mais. Non, c'est pas facile. Bah, se retrouver en face de 30 personnes, en fait, ça arrive pas souvent dans la vie de tous les jours. De faire un oral devant 30 personnes, c'est vraiment pas inné, quoi. Non, c'est compliqué. Puis bon, les ados, ils sont à l'affût, hein. Dès qu'il y a un pas de travers, il nous le faut Ouais. remarquer. Donc au début, non, c'est stressant. Et puis Ça- après, on s'y fait. Puis pour avoir une fille de c'est bien. 13 ans, je peux te dire qu'effectivement, les ados sont assez redoutables par rapport aux profs. Je Ah te ouais, confirme. ah bah je sais, je sais. J'en prends dans les dents tous les jours. Est-ce que tu as un souvenir de tes premiers pas de course à pied ou de trail running? Oui, alors ils sont très lointains parce que ça fait très très longtemps que je cours, comme je disais, hein, donc pas Mhm. en compétition, mais en famille. Je me souviens notamment d'un Noël où on était allé courir en famille, et puis le lendemain, j'avais le parrain de mon frère, qui était un ami de la famille, un très bon ami de la famille, qui nous faisait des cadeaux à Noël, et j'avais demandé une paire de chaussures, donc j'avais eu des Nike, des Nike pour courir sur route à l'époque, et j'étais ravie en fait d'avoir ces chaussures. J'étais retournée le lendemain, du coup. Donc ouais, ça c'est des souvenirs familiaux, bons souvenirs. Ouais. Et au début, c'était que du bitume ou... Alors oui, au début on courait que sur route, on faisait quand même des bosses, mais Mhm. sur route. Et puis c'est, je sais pas, moi je devais avoir entre 16 et 18 ans. Ma Mhm. sœur s'est mise à courir et c'est elle qui est allée la première sur les sentiers. Et puis on l'a suivie. Et en fait, elle est allée sur les sentiers parce que je courais avec ma mère et on courait plus vite qu'elle. Et elle en avait marre de se retrouver toute seule derrière. Donc elle s'est dit, je vais essayer de prendre un raccourci. Donc elle est passée par les sentiers. Et elle a bien aimé. Et donc, avec ma maman, on a essayé.
Et moi, j'ai cru que j'allais mourir la première fois que j'ai fait ça. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle soit allée là. En plus, je la considérais quand même bien moins forte que moi à cette époque. Alors, je me disais, c'est pas possible. Un petit peu prétentieuse. Et donc, j'étais allée sur ce sentier. Je m'étais dit, comment elle a fait pour continuer alors que c'est raide comme ça. C'était hyper raide, hein. Et voilà. Ça, c'était mon premier souvenir de trail, ouais. Et c'est bizarre que, à l'époque, vous ayez pas eu l'idée par vous-même, entre Ouais. guillemets, d'y aller, quoi. Ah non, bah moi, tu sais, je suivais le mouvement. Ma mère, elle avait son petit parcours, elle faisait tout le temps le même. Allez hop là, j'y allais avec elle. Puis en fait, moi, j'y allais plus pour partager un moment avec elle. C'était un moment de Mhm. partage. La course, au départ, c'était pas quelque chose que j'aimais, hein. Enfin, personne, très peu de gens Ah, aiment directement la course à pied, quoi. C'est quand même assez ingrat comme sport. ça Donc c'est clair. voilà, il faut déjà être à l'aise pour pouvoir aimer. Après, voilà, après on prend goût à ça et on prend goût aussi à l'effort. Mais au début, ah non, je trouvais ça horrible. Je le faisais pour être avec elle, puis parce que je voyais que ça la rendait fière, et du coup, voilà, c'était plus ça. Mais bon, donc je la suivais sur route, ça m'allait déjà bien. C'était Je te déjà assez conf- pénible. je te confirme, après plus de 70 épisodes, j'ai dû croiser une ou deux personnes qui m'a dit fondamentalement qu'ils aimaient la course à pied dès le début. Ah ouais, C'est effectivement très très rare. des menteurs. Ou je sais pas, je pense pas. On salue Amandine Non, je sais. Amandine Pezzani qui m'avait dit ça, qu'elle prenait énormément de plaisir, même dès le début. Alors j'ai dit Dès le là, c'est début, ouais. fantastique parce que Ouais. il y a rien de plus Ah ouais. euh, exigeant et Ouais. c'est compliqué quoi. Ouais, ouais, c'est compliqué, ouais. Au début, c'est compliqué. Mm. Et le problème, c'est que toi, avec ton métier, du coup, tu forces les enfants à courir. Et en plus, Exactement. autour d'un terrain. Exactement, ouais, c'est terrible. Non, mais en fait, justement, moi, je me souviens très bien de mes années collège et notamment du cross, qui était quelque chose qui était hyper stressant pour moi et j'aimais pas tout ce qui était performance, tout ça. Donc, j'essaye d'amener les choses un petit peu différemment. J'essaye. Je sais pas si j'y arrive, hein, mais en tout cas, j'essaye parce que bon, on a quand même des contraintes. Mais ouais, mon but, notamment là, j'avais la S là cet après-midi. J'ai monté une AS Trail dans le collège où je travaille. Mhm. Et mon but, c'est vraiment en fait qu'ils prennent du plaisir sur le moment. On se balade en fait. S'ils veulent marcher, ils marchent. S'ils veulent courir, ils courent. Et qu'ils passent un bon moment. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ils y retournent et qu'ils continuent après le collège et qu'ils y aillent avec leurs parents. Et voilà, c'est mon objectif, c'est ça en fait. Je pense que ça a beaucoup changé sur cet aspect-là. On en parlait encore. Ça fait deux fois que je le cite, Fabien, mais il y a beaucoup plus de place laissée au plaisir par rapport à avant. Je pense qu'on prend aussi beaucoup plus en compte l'évolution de l'enfant. Mm. Bah moi c'est mon critère principal en fait. Mhm. Alors c'est pas forcément le cas de tout le monde et puis c'est pas forcément bien parce que il y a aussi d'autres acquisitions qu'il faut peut-être mettre en avant. Moi, en fait, je pars du principe que s'il n'y a pas de plaisir, ils ne pratiquent pas. Je veux dire, les ados, s'ils ne s'amusent pas, ils vont se mettre sur le banc et il va falloir être derrière tout le temps pour les pousser pour qu'ils pratiquent. Donc, j'essaie de mettre en place des choses pour qu'ils aiment ça et puis qu'ils pratiquent en cours et surtout qu'ils pratiquent en dehors parce que, pareil, au niveau de la santé publique et notamment de la progression de l'obésité, c'est quand même une préoccupation que bah, je pense qu'il faut prendre en compte dès le plus jeune âge. Et donc, je pense que ça passe aussi par la pratique physique. Donc, s'ils aiment, ils vont faire. Donc, voilà, Absolument c'est mon. d'accord. Ouais. Bon, après, la problématique avec la course à pied, c'est que pour aimer, Voilà, c'est ça. fondamentalement, déjà, c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. Il faut l'amener par le jeu. Moi, je le vois. Je vais leur faire des tours de terrain. Ils vont en avoir marre. Je vais dire, on fait relais. Et ça va être la folie, quoi. Alors qu'en en fait, ils se donnent 10 fois plus sur un relais que si je leur demande de faire à courir à tant de pourcentage de leur VMA. Ça, ils s'en fichent. Ils savent pas. Et ça leur parle pas. Moi non Mhm. plus, ça me parle pas d'ailleurs. Donc, je suis comme eux. Alors, non, non, mais c'est vrai. Les relais, ils adorent tout ce qui est jeu. Même, on fait un ballon prisonnier, on fait un épervier. Ça, c'est des jeux. C'est tout dans le jeu. Mais en fait, c'est que du fractionné. Donc au final, moi, ça me va bien. Tant qu'ils pratiquent et qu'ils s'amusent, ça me va. C'est clair. Voilà. Tu nous as parlé de tes premiers moments de trail et au tout Ouais. début de l'interview, tu nous as parlé de ce déclic avec Antoine Guillon. Qu'est-ce qui s'est Mhm. passé entre les deux moments? C'est-à-dire, avant que je rencontre Antoine? Avant que tu rencontres Antoine et après que tu aies foulé tes premiers sentiers. Eh ben, je faisais en fait une compétition. Alors j'ai fait peut-être 3, 4 compétitions avant de connaître Antoine autour de chez moi. Alors pourquoi j'ai fait... Ah oui, bah parce que en fait, il y a ma maman a rencontré mon beau-père qui lui faisait de la compétition. Et il m'a emmené sur quelques compétitions. La première, c'était un 24 km qui est juste à côté de chez moi. Et en fait, lors de cette compétition-là, on a entendu parler d'une autre qui fait 73 km. Et donc, je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'aimerais bien essayer. Je pense que c'est comme ça que c'est venu.
Et donc, j'ai essayé, je suis passée de 24 à 73 km. Et au bout de 73 km, je me sentais pas épuisée, quoi. C'était difficile, hein. Je vais pas non plus minimiser les choses, mais c'était difficile, mais j'étais pas, je sentais que j'étais pas au bout. Alors, j'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller, en fait. Et donc, bon, déjà, j'avais une tempête de neige, donc je m'étais dit, il faut que je la refasse, puisque voilà, avec la neige, c'était quand même assez chiant. Et donc, j'ai refait ce 73 km. Et donc là, j'étais à Paris et j'ai rencontré ma meilleure amie qui faisait aussi de la course. Et elle venait en vacances chez moi et elle m'a parlé de l'échappée belle. Moi, je ne connaissais pas, c'était en face de chez moi, hein. Elle vient d'Arras, hein, voilà. Et Elle donc, t'a fait découvrir ton pays. voilà, exactement. Et donc, elle m'a inscrite au 47 de l'échappée belle. Donc, j'ai fait le 47 avec elle. Elle a fait aussi le 47. Et je me suis dit, l'année suivante, je fais le 85. Normal, hein, 85, pareil, échappée belle, parfait. Donc, je me suis inscrite sur 85. Et en fait, j'étais à Paris donc toute l'année, donc pas beaucoup de dénivelé. Je partais en voyage en Malaisie avec des amis, comme j'avais l'habitude de le faire l'été. Donc pas d'entraînement, rien du tout, bien sûr. Et le 85, j'ai vu quand même qu'il y avait 6000 mètres de dénivelé positif. Ça me parlait pas beaucoup à l'époque, mais quand même, je me suis dit, je pense que c'est quand même beaucoup. Il va peut-être falloir que je m'entraîne pour le terminer. Et Antoine Guillon faisait un stage de préparation pour le 85 de l'échappée belle et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Voilà. Il a fait un stage à quel endroit? Vers chez toi aussi? À Beldon, ouais. À Ah, Beldon? ouh, ah bah moi je bougeais pas. Moi. Je restais. Non, si je bougeais, mais en vacances. Moi, je bougeais pas pour courir. Pour moi, c'était complètement aberrant de faire un voyage pour courir. Raconte-moi un petit peu ce stage, comment ça s'est passé, Ça aussi, c'est drôle. combien de temps ça a duré? Ça a duré 4 jours, en fait, et j'ai vraiment hésité pendant longtemps à m'inscrire parce que c'était pas donné, et puis parce que j'avais peur déjà de ne pas y arriver, de ne pas faire le stage, vraiment, parce que j'avais vu le programme, j'avais vu des journées de 10 ou 11 heures de cours, je m'étais dit, oh là là, 10 heures de cours, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et puis j'avais peur aussi des gens que j'allais croiser, en fait, j'avais peur que ce soit vraiment des gens qui étaient très course à pied, chrono, VMA, VO2 max. Moi, je connaissais rien et j'avais pas envie de parler que de course à pied. Voilà, j'ai toujours abordé la course à pied comme un plaisir, mais c'est pas ma vie non plus, quoi. Mhm. J'aime bien parler aussi d'autres choses. Donc, j'avais un peu peur de ça. Donc, je vais m'inscrire à ça. Et dès le premier jour, tout le monde commence à parler des courses qu'ils avaient fait, des choses incroyables, le Tour des Géants, machin. Je me suis dit, oh là là. J'ai envoyé un message à ma soeur, je m'en souviens très bien. Elle partait dans le sud en vacances, faire la fête avec des amis. Et je lui ai dit, Qu'est-ce que punaise, j'aimerais être avec toi? j'aurais dû partir avec toi. Je sais pas ce que je fous là. Je sens que ça va être n'importe quoi. Et puis voilà, on a commencé la première journée et, et tout le monde est parti en marchant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas randonnée, c'est course, c'est trail. Pourquoi ils marchent? Et on a rigolé avec Antoine avec ça parce qu'en fait, moi, je courais tout le temps en fait à l'époque. Même Mais dans les montées, c'était vraiment, j'avais été habituée à courir tout le temps, donc je marchais pas. Et donc voilà, j'étais stressée toujours, hein, toujours stressée moi. Je voulais pas ralentir le groupe, je voulais pas me perdre non plus, je savais pas comme si on allait s'attendre et tout. Donc je partais devant. Et puis bon, je me suis rendu compte que finalement j'étais à l'aise et puis Antoine s'en est rendu compte et puis il m'a fait des compliments qui m'ont vraiment étonnée et qui m'ont fait hyper plaisir. Et voilà, le 4e jour, on a fait toute la sortie quasiment ensemble. Avec Antoine, on restait. Les atomes crochus sont vite apparus, en fait. mhm. Donc, je m'entendais très bien avec Antoine. Et donc, on est resté pas mal ensemble. On a discuté de plein de choses, d'alimentation notamment. On aimait un peu les mêmes choses, donc c'était drôle. Et puis, oui, la façon de voir la course à pied, le fractionné, l'entraînement, tout ça. Voilà, c'était une super journée pour moi. Puis, je suis rentrée de ce stage complètement enchantée. Voilà. C'est cool. Ça, Antoine t'a fait prendre conscience un peu de tes qualités, donc j'imagine que Ouais. tu en avais un petit peu conscience quand même. Mais par la suite, à quel moment tu t'es dit, ouais, c'est vrai que je suis au-dessus des autres? Enfin, au-dessus des autres, tu entends ce que je veux dire, hein, Ouais. j'ai les capacités, Ben, quoi. Euh, je me suis dit, je pense, quand j'ai fait le 90 du Mont Blanc, l'année d'après, En quelle c'était année, en, donc? en 2018, 2018, ouais. 2018, parce que j'avais fait déjà le 85 de Madère en avril, la même année. J'avais rencontré Katie Scheid, d'ailleurs, qui est une bonne copine à moi, Qu'on qui salue, est arrivée, Ketchi. voilà, qu'on Je, salue, ouais. je trahis un secret, mais je vais essayer d'enregistrer un entretien avec Keiichi
Alors avec mon pauvre accent anglais, dans les prochaines semaines, je vais faire de mon mieux. Elle est super, ouais. Elle est super, Katie. Et du coup, bah, elle m'avait battue, hein, d'ailleurs, à ces 85 kilomètres. Donc, j'étais arrivée deuxième. J'étais très contente. C'était ma première compétition internationale. Donc, j'étais ravie. Et puis, j'avais ce 90 km du Mont Blanc à Chamonix. Donc là, c'est chez moi, hein, c'est à côté de chez moi. Et puis, il y avait Mimi Kotka, surtout, que j'adorais et que je regardais avec des grands yeux. Parce que je l'avais vu l'année précédente. J'avais suivi Antoine sur la TDS. Mhm. Je l'avais suivi en voiture, hein. Et, et donc, je l'avais vu remporter la TDS haut la main. Et donc, vraiment, j'ai tout de suite bien aimé Mimi. Et donc, quand j'ai su qu'elle était au 90, j'étais contente de courir contre elle. Et je me suis dit, elle va m'atomiser. Et donc, je suis arrivée derrière elle. Et j'étais ravie d'arriver deuxième d'une grande course comme ça. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah bah, peut-être que voilà, j'ai des capacités. Mais après, je suis quand même arrivée à 20 minutes hein, derrière. Je suis pas arrivée à 2 minutes non plus. Hein. Ouais, mais J'avais quand même la marge. c'est Mimi Kotka aussi. Mais c'est Mimi Kotka, alors je pouvais. Alors j'ai une question un peu compliquée qui va venir. Ouais. Si tu devais en retenir une seule de qualité Mhm. qui te permet de performer par rapport aux autres, ça serait laquelle? Mm. C'est l'envie, je pense. C'est l'envie, la détermination, l'envie. Ouais, je pense. C'est Le l'envie. mental. Ouais, puis le plaisir, en fait. Ouais, le mental, allez. Si c'est plus général, on va dire le mental, mais l'envie, c'est mieux, je trouve. Ça Ouais, me correspond. plutôt le côté positif, plutôt le côté Ouais, j'ai ouais, vraiment envie d'être là où je suis et prendre du plaisir à voilà. ce que je fais, quoi. Voilà, parce que je pense pas avoir forcément une qualité, enfin, être meilleur que les autres sur le plan de la ténacité ou du dur au mal, ou c'est pas ça, c'est plus que j'ai très envie de réussir. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est le Voilà. mental. Ok. Voilà. Et à contrario, quelle qualité aimerais-tu améliorer? Bon, voilà, là, il y en a plein, mais Mhm. la principale, bah, la vitesse. Si j'allais plus vite, je gagnerais plus de courses. Donc, je dirais ça, ouais. Bah, ça Alors, serait plus technique, ouais. j'ai deux types de réponses à cette question. En général, c'est ou la vitesse Ouais, la technique en descente. J'ai pas trois réponses, j'en ai deux. Toi, bah, c'est la ouais. vitesse. La vitesse, ouais. Comme ça, c'est général. Ça marche aussi pour les descentes. Bon, après, sur l'échappée belle, la vitesse, Bah, si tu améliores ta vitesse, tu vas plus vite, tu gagnes. c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Euh, J'aimerais que tu nous parles de ton plus beau souvenir de trail. Ça serait quoi? Alors, là aussi, j'en ai plein, vraiment. Et si tu devais en retenir un? Je pense que ça serait la première victoire à la TDS en 2018. Mm. Ah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les contours de cette victoire et nous tracer un petit peu le film? Bah alors ça c'est pareil, c'était incroyable. Alors il faut savoir que l'année précédente, donc c'est l'année où j'ai fait le 47 de l'échappée belle, non c'était 2 ans avant pardon, 2 ans avant de faire la TDS, j'étais donc avec ma meilleure amie Adèle qui m'avait inscrite sur le 47 de l'échappée belle et le 47 de l'échappée belle était le lendemain du départ de l'UTMB. Et on était parti faire 3 jours en bivouac pas loin de Chamonix avec Adèle. Et quand on est revenu, on est passé dans Chamonix. Donc il y avait un monde incroyable et plein de trailers partout et tout. Et je lui avais dit, jamais de ma vie, je ferai une course comme ça. Je sentais le stress des gens autour de moi, là. C'était horrible. Vraiment, je me disais, mais comment ils font pour prendre le départ déjà? Et puis, ouais, c'était vraiment trop gros pour moi, trop de monde, trop stressant, trop bling bling, trop tout. Donc, je m'étais dit, jamais de la vie, tu me verras sur une course comme ça, c'est sûr et certain. Je comprends pas que les gens veuillent faire cette course. Vraiment, voilà, je comprenais pas du tout. Donc, voilà, 2 ans après, je prends le départ de la TDS. Et, Comme donc, le quoi, il faut départ jamais dire avait... jamais, hein. voilà. Le départ avait été reculé déjà de 2 heures, je crois, parce qu'il y avait des risques d'averse qu'on a bien eu hein, au final, mais bon, on est parti à 8 heures le matin, donc il faisait bien jour. Et il y avait les hélicoptères et tout au-dessus, la petite musique de Pirates des Caraïbes oh là là, c'était horrible. J'ai cru pareil là, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir partir. J'avais les larmes aux yeux avant de partir, comme toujours. En fait, ces courses là, c'est horrible. Là, l'UTMB, ça fait 3 ans que je me prépare psychologiquement au départ. En vrai. Et dans Si vous quel voyez état quelqu'un d'esprit tomber à l'UTMB, dans quel état dis-moi. d'esprit tu es au départ de la TDS? Tu te dis que je peux faire quelque chose? Oui, forcément.
Oui, alors quand je fais une course, je me dis pas que je peux faire quelque chose. Enfin, je me dis que je vais tout donner. Mhm. Et pour pouvoir te donner, il faut que je me dise que je peux arriver dans le top 5 parce que sinon, si j'ai vraiment, si je suis sûre d'arriver 20e, je vais avoir du mal, j'ai du mal à partir en fait. Donc, Mhm. oui, je me dis pas je vais le faire, je me dis je vais tout donner. Et peut-être que sur un malentendu, ça va passer. Donc voilà, je suis dans cet esprit-là. Donc Donc je tu... discute avec Megan Kimmel d'ailleurs à ce moment-là, trop marrant. Elle Ouais. vient me parler dans le satellite là, elle me dit ah toi non plus t'as pas pris de bâton. Alors je dis bah non non. Elle me dit ah c'est la première fois que je fais un ultra. Je dis bah ouais moi aussi. Donc on n'était pas plus rassurés l'une que l'autre. Et là on part et ça part à fond bien sûr. Et moi je pars assez vite en général parce que j'aime bien voir ce qui se passe en fait dans les courses. J'aime bien être devant au départ et après comme ça je sais combien il y a de filles devant, je sais qui m'a doublé, voilà. Mais je ralentis très vite, hein. Je pars pas à 15 à l'heure pendant 15 km. Pour ceux qui me verront sur les 200 premiers mètres, ça dure pas. Je suis honnête tout de suite. tu te mets en poste d'observation. Voilà, c'est ça. Et puis, bah voilà, la TDS s'est bien passée. Enfin, la course s'est bien passée. J'avais ma maman qui me faisait les ravitaillements avec. Non, il y avait qu'elle au début. Alors en 2018, parce que maintenant il y en a une deuxième, alors faut pas que je mélange les deux. Oui, ma maman elle était venue plaire après. C'était des amis en fait d'Antoine que j'avais rencontré vers chez lui là-bas, qui me faisaient l'assistance. Et on est parti en fait à trois coureurs. On se connaissait bien. Il y avait Renaud Rouanet, Cédric Chavet et Pierre Chalayet. C'est aussi un copain d'Antoine. Il fait souvent des stages avec lui parce qu'il est guide en fait. Mhm. Et donc on est parti voilà tous ensemble. On logeait tous ensemble. Et les amis me faisaient les ravitaillements. Donc c'est ouais tout se passait bien et jusque après Bourg-Saint-Maurice. Donc là j'avais prévu de pas descendre trop fort au départ parce que je savais que c'était Antoine m'avait bien prévenu, hein. C'est vrai que c'est une grande descente, pas technique, et qui est quand même assez tôt dans la course, donc j'avais pas envie de me détruire les fibres musculaires dès la première descente. Donc je suis partie, j'y suis allée tranquille. Et puis pour moi, la course a commencé après Bourg-Saint-Maurice. En fait, il y a une grosse remontée là, et là, moi, c'est ce que j'aime en plus. Donc là, j'ai commencé à accélérer, et très rapidement, j'ai croisé Rory Bozio, en fait, qui était devant. Mhm. Et ça m'a pas trop plu en fait de la voir tout de suite là parce que j'avais pas envie de me retrouver en tête de course dès ce moment-là. Donc elle était première. Elle est première et puis bon, je suis restée un petit peu derrière et c'était pas mon rythme donc je me suis dit bon, tant pis quoi, tu fais ton rythme, si elle doit te redoubler, elle te redoublera plus tard et puis voilà, on verra bien ce qui se passe, ce que j'ai fait. Et puis donc j'étais devant. Et puis après le barrage de Roseland, j'ai eu un gros coup de mou, comme en 2019. D'ailleurs, c'est toujours le moment où j'ai un gros coup de mou. T'es au Et donc, kilomètre combien au barrage de Roselin? on est au kilomètre combien? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai Approximativement. aucune notion. Euh, hmm, 70? Quelque chose comme ça, je pense. Mhm. Je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais pas bien et je me doutais que Rory était plus très loin de moi, en fait, et je m'attendais à ce qu'elle me croque. Et à ce moment-là, il y a Renaud, en fait, qui était pas bien, en fait, que j'avais doublé aussi plus tôt dans la course, qui allait mieux et qui m'a dit qu'elle était pas loin, effectivement, je m'en doutais, mais qu'elle avait du mal à relancer. Et du coup, ça m'a reboosté et je me suis dit, faut pas qu'elle me voie, quoi, faut pas qu'elle me rattrape là. Et donc, j'ai remis un petit coup. Je suis redescendue sur les contamines, pas très vite comme à mon habitude. Et puis après j'attaquais le dernier gros morceau avec le col du Joli, tout ça. Puis là, il y a beaucoup de montées, donc moi j'aime bien en général, je me refais là-dedans. Donc voilà. Après une fois que j'étais arrivée aux contamines et enfin, je m'étais dit, faut pas que je me fasse avoir sur une fin de course. Je déteste me faire doubler sur les, sur des fins de course. Donc là, je voulais pas. Et donc, je m'étais dit, si au col du Joli, elle t'a pas rattrapé, là, tu lâches tout et il est hors de question qu'elle te double après le col du tricot, pardon. Si Mhm. au col du tricot, elle t'a pas rattrapé, il faut pas qu'elle te rattrape, quoi. Donc, voilà, j'ai tout donné. Et puis, j'ai vu aussi ma famille au Contamine qui m'a donné quand même un petit coup de boost. J'ai vu Antoine aussi. Et voilà. Et après, l'arrivée, c'était incroyable. Il y avait plein de gens que je connais, des gens qui m'avaient suivi, des gens qui sont vers chez moi, qui m'ont découverte aussi, qui savaient pas que je faisais du trail à ce niveau. Donc, il y a des gens qui sont montés, qui travaillaient. J'ai un copain qui travaillait l'après-midi, il a vu à la télé, là.
je crois que c'était TV8 Mont Blanc, hein, Mhm. que j'étais première. Et après le boulot, il est monté à Chamonix pour m'accueillir à l'arrivée. Enfin, c'est plein d'histoires, plein de choses en même temps. C'était fou, hein. C'était génial et je m'attendais vraiment pas à gagner, évidemment. Comme ça, la TDS, quoi. À l'UTMB, t'as fait que la TDS. T'as pas fait J'ai fait que le. la TDS, ouais. Pour Mhm. l'instant, je suis invaincue à l'UTMB, hein. Attention, c'est ce qu'on me dit, grosse pression, oui, je sais. Bah, du coup, il faut un début à tout. Mais ouais, ouais. Puis surtout que même les courses de Chamonix, parce que du coup, j'étais arrivée quand même deuxième du 90 du Mont Blanc. Je l'ai fait qu'une fois. Et puis, j'ai gagné deux fois la TDS. Donc là, T'as grosse pression. là, j'ai la pression, là. On dit jamais 203. Ouais, alors là, si seulement, hein, ça serait bien, hein. Tu comptes, tu comptes te réinscrire à la TDS cette année ou enfin tu es inscrit à la TDS ou à l'UTMB cette année? Non, non, bah non, je suis inscrite à l'UTMB cette année. Ah. Voilà, voilà. Donc, Donc tu as bien respecté ce que tu avais dit, tu vas donc faire l'UTMB. bah oui, 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 c'était prévu et bah, c'est la suite logique. Je peux pas rester tout le temps sur la TDS, même si l'UTMB me fait très très peur. Il y a un moment, il faut y aller quand même. C'est dans Alors, l'ordre logique. c'est clair. J'ai une petite question pour toi. Ouais. Bonjour Audrey. Tout d'abord, j'aimerais te dire que ce qui fait ton exceptionnelle force, entre autres, c'est le fait que tu n'as pas vraiment conscience de tes exceptionnelles qualités physiques. Et ça me fait penser à une phrase de Mark Twain, cette célèbre phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu es en train de réaliser de très grandes choses dans ce milieu. Et ma question va être un peu provocatrice, mais une fois que tu auras gagné l'UTMB, parce que je sais que tu vas le gagner, j'aimerais savoir si tu vas poursuivre dans la compétition ou si tu vas peut-être revenir tranquillement à tes premières amours, c'est-à-dire courir en montagne, simplement, sans pression. Voilà, donc j'aimerais un petit peu savoir si tu as réfléchi à cet avenir-là. Est-ce que tu as reconnu qui est la personne Oui, qui t'a posé la question? bien sûr, j'ai reconnu. Alors vas-y. C'est Pascal, ouais. C'est Pascal Pascal. Balducci. Ouais, ouais, mais ça me fait plaisir de l'entendre. Ça me fait très plaisir que tu l'aies eu par message. Et donc il te reste plus qu'à répondre à la question du coup. Alors, quand j'aurai gagné l'UTMB. Ouais, alors, franchement, je sais pas du tout si je gagnerai un jour l'UTMB, mais si jamais ça arrivait, j'ai d'autres objectifs encore après. En fait, j'ai trois courses en tête où j'aimerais performer. Non, allez, je vais le dire. J'aimerais les Allez, gagner, tu... en fait. Mhm, C'est la Western States, c'est l'UTMB et c'est la Hard Rock. Donc, mhm. donc même si je gagne l'UTMB, il m'en reste encore deux à gagner. Ça sera pas fini. Bon, Non, ouais, ce sera t'as très. bien répondu à la question. Non, alors Pascal, du coup, t'en as encore pour un petit moment à me supporter. Parce que je compte C'est bien ton coach, sortir. Pascal? Pascal, c'est mon entraîneur et C'est ton entraîneur. ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble et c'est grâce à lui si j'en suis là aussi. Et j'ai appris plein de choses avec lui et là, je me régale dans des disciplines où je serais jamais allée sans lui. Et surtout, je serais jamais arrivée à performer sans lui. Donc voilà, je le remercie beaucoup pour ça et je compte bien qu'on continue ensemble s'il le veut bien pendant encore beaucoup d'années parce qu'il va me falloir un peu de temps quand même pour gagner les trois. Donc voilà. Ah, Puis je le remercie mhm. d'avoir été là aussi avec nous. Alors déjà, on le salue, c'est lui qui Ouais, a permis notre rencontre. ouais, On va parler un petit peu de lui 2 secondes. ouais. Qu'est-ce qu'il a de différent de ton point de vue par rapport aux autres? En gros, qu'est-ce qui t'apporte euh, de particulier, Pascal? Bah, je pense que c'est déjà un extraordinaire spécialiste en fait, hein. Il connaît très bien les choses, il sait de quoi il parle, il a fait beaucoup d'études dans ce sens. Et, euh, et donc, voilà, moi, je lui fais vraiment confiance en ce qui concerne l'entraînement. C'est très difficile de faire confiance à quelqu'un, en tout cas pour moi, mais je pense que généralement, hein, l'entraînement, on donne beaucoup de nous et on met notre corps, notre énergie, notre volonté entre les mains de quelqu'un quand même. Donc, c'est Mhm. pas évident. Et nous, bah, maintenant, on y arrive très bien et ça se passe très bien parce que bah, voilà, j'ai pleinement confiance en lui. Et donc, quand il me demande de faire quelque chose,
je sais que je peux lui faire confiance. Donc voilà, donc c'est très agréable et c'est quelque chose qui se construit aussi sur le long terme. Donc voilà, quand on arrive à ça, je pense que c'est vraiment agréable. Donc, ouais. Je le connais pas beaucoup, enfin je le connais par le biais du podcast, mais Ouais. parce il apparaît régulièrement, mais Mm. je pense que ça doit pas être quelqu'un qui passe par quatre chemins quand il a quelque chose à dire. Je sais, je peux me Non. tromper, hein. Non, il dit bien. Mais c'est bien parce qu'on se ressemble sur ce point-là. Moi aussi, hein, quand j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis, hein, je suis très franche avec lui. Des fois, il y a des tensions d'ailleurs. Mais non, on est très honnête l'un envers l'autre et c'est aussi ce qui fait que ça marche bien parce que je pense que c'est vraiment nécessaire d'être totalement honnête avec son entraîneur sur tous les plans parce que tous les plans sont importants quand on va arriver à la performance. Donc voilà. Donc oui, oui, je pense il est honnête même si des fois j'ai l'impression que il me voit bien meilleur que ce que je suis, mais en dehors de ça, je pense il est très honnête sur tout ce qu'il me dit et je le suis aussi à son égard. Donc voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous... Alors j'imagine, vu que tu es coaché par Pascal, tu dois faire beaucoup de vélo, Ouais, ou beaucoup de... beaucoup de sports croisés. Alors, je fais du vélo. Après, moi, je suis un peu pénible, mais le vélo, en fait, je veux pas en faire l'hiver parce que je suis très frileuse et du coup, je crains beaucoup le froid. J'ai peur quand ça glisse aussi. Donc, en fait, l'hiver, je croise, mais avec du ski de fond ou du ski de rando. D'accord. Mais je croise, oui. Et sinon, j'ai toujours le home trainer à la maison. Donc, quand je peux pas sortir, je le fais à l'intérieur. Mais oui, oui, l'entraînement croisé, c'est sûr que ça fait partie de l'entraînement. Ouais. Ouais. En termes de volume horaire, tu peux nous donner un petit peu des chiffres, alors pas hyper précis, Mm. mais qu'on se rende un petit peu compte de ton activité d'entraînement. C'est vrai que ça varie beaucoup, beaucoup d'une semaine à l'autre, mais en moyenne, j'ai l'impression que c'est à peu près 1h30, 2 heures par jour, quoi. Avec Mhm. un jour de repos toujours, que j'avais pas du tout avant et que maintenant j'ai bien intégré. Ça aussi, Pascal m'a fait beaucoup évoluer sur ce plan-là. J'accepte beaucoup plus le repos maintenant, parce que je pense que ça permet d'être meilleur plus tard, en fait. Et même la période pré-compétition, en fait, c'est toujours là où on doit quand même couper, hein. Et moi, en fait, j'ai un problème, c'est que avec le stress, c'est compliqué parce que je peux pas trop l'évacuer, parce que Mhm. je peux plus courir à ce moment-là, enfin plus trop. Je dis que je peux plus courir, il me laisse toujours des footings, des choses comme ça, parce qu'il sait que c'est important. Mais j'apprécie quand même, en tout cas en amont, ouais, quand ça arrive le moment, c'est quand même parfois un peu dur, mais en amont, j'aime bien me dire, ah, là, c'est encore difficile, tu as encore quelques séances de qualitatifs qui sont difficiles, mais après, tu as 10 jours où tu vas pouvoir souffler. Et en amont, j'aime bien me dire ça, me dire, la semaine prochaine, tu es en repos, ça va être bien, quoi. Au final, c'est bon, c'est pas si bien, mais en amont, j'aime bien me le dire. T'aimes pas ça? T'aimes Et pas si, ça le en repos? fait, si, j'aime quand je suis occupée. J'aime pas le repos quand je sais pas quoi faire. Et en fait, Mhm. ça arrive souvent quand on va notamment dans un autre pays. T'es tout seul dans ta chambre d'hôtel et on te dit faut pas trop marcher, faut pas visiter, faut pas trop sortir parce qu'il faut se reposer. Et du coup, c'est l'horreur. Moi, j'ai le mental qui travaille à 15 000. Je commence à regarder toutes les filles qui vont être sur la course. Je me dis ça y est, je vais arriver dernière, c'est la catastrophe. Et c'est à ce moment-là que j'appelle Pascal en général. Voilà. Tu te calmes, Audrey, tu te calmes, ça va bien se passer. C'est ça qu'il te dit. Il me dit recentre-toi, ça part en live. Recentre-toi. Après, j'appelle ma mère. Ah, t'as un ordre. T'as un Ah, ordre de... il y en a trois souvent que j'ai avant les compétitions. C'est Pascal, ma mère et ma sœur. Ouais, ouais. Ça, D'accord. ouais. C'est immuable, ouais. Les soutiens. Voilà, Les soutiens sont c'est toujours là. ça. Bon, c'est cool. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir de trail, si tu devais Ouais. en retenir un Oh seul? bah là, c'est facile. Ah bah la diagonale des fous, ça c'est là sans aucune hésitation possible. C'est très difficile en fait parce que je m'attendais pas à ça. Alors c'est quand même incroyable parce que tout le monde le dit que la diagonale c'est très Mhm. difficile, que c'est pas fini au Maïdo, que il y a plein de choses comme ça. Et bah moi je croyais que ça allait pas être si difficile et que c'était fini au Maïdo, voilà. Et pas du tout. J'ai une fin de diagonale très difficile où j'ai épuisé mentalement en fait. C'est la seule fois en course où vraiment
je me sens déprimée à la fin d'une course parce que je suis trop fatiguée en Mhm. fait. Je suis allée Mhm. puiser trop loin et en plus je me suis fait doubler. Donc voilà, Tu finis fini deuxième cette deuxième, année-là, voilà. c'est Voilà, 2018? 2018. Mhm. Je me fais doubler et en plus je pensais que Jocelyne Poli, du coup, qui m'a doublé, faisait le Zambrocal. Donc je savais pas que j'étais deuxième. Je l'ai su peut-être 10 km plus tard. Donc déjà, ça n'allait pas. Bon, alors là, c'était encore pire. Et puis, non, c'était très difficile. J'avais pas ma famille avec moi là-bas. C'était presque 30 heures de course, 29 heures et quelques, hein, 29h20, 29h, quelque chose comme ça. Donc sur les ravitaillements, j'avais des gens qui me faisaient l'assistance parce que là-bas, il y a toute une équipe qui est super, hein, qui nous aide dans ma FAT et tout, qui se sont proposés hein, d'aider les coureurs. Donc ça, c'était génial d'avoir déjà quelqu'un, mais c'était pas des gens que je connaissais. Et du coup, là, sur une grosse course comme ça, c'était mon premier 100 miles. J'aurais eu besoin d'avoir des gens que j'aimais et que je connaissais sur la route, en fait. Et du coup, mentalement, ça a été, je me suis un peu surestimée là, trop tôt. Mhm. Mhm. Mais je suis contente de l'avoir faite, hein. C'est moi qui voulais le faire, donc j'étais ravie d'y être, mais ça a été très difficile, ouais. C'est vrai que s'envoyer son premier 100 miles sur la Jag, c'est quand même Ouais, bah c'est c'était, c'est- ouais, c'était ambitieux, ouais, c'était c'est ambitieux. ambitieux. Mais c'était, voilà, je voulais la faire, c'était la course que je voulais faire, donc voilà, je l'ai faite. Je suis pas encore retournée. Qu'est-ce que tu retires de ce moment? C'est Euh, quoi les leçons? alors, je pense qu'il faut, voilà, l'avoir dans la tête plus que dans les jambes encore, en fait. Il faut être prêt à s'engager sur un effort de 30 heures. C'est ça que Mhm. j'avais pas mesuré, en fait. Moi, je suis partie en compétition comme je partirais sur un 100 km. Je suis partie voilà, en compète dès le début. Et je pense qu'en fait, la diag, au départ, il faut y aller avec plus d'humilité, en fait. Il faut partir plus lentement. Et puis après, peut-être à moitié de course, commencer la compétition. Parce que être en compétition mentalement dès le début, sur 30 heures, je pense que c'est pas possible. Enfin, peut-être que certains y arrivent, mais moi non, en tout cas. Donc Mhm. voilà, je pense que la principale leçon, elle est là, en fait. Et puis peut-être faire un 100 miles autre que celui-ci avant. Parce que là, maintenant, j'ai très peur de refaire un 100 miles. C'est ballot, j'en ai un bientôt, là. Voilà. Oui, parce que tu es inscrit à la Western State, non, il me Ouais, semble. c'est ça. Mais j'ai Hmm. la Western et après, j'ai l'UTMB. Donc, Ça sera un peu moins de 30 heures, je pense, quand même. et j'espère. Disons que si c'est 30 heures, là, ouais, c'est que j'ai raté ma course. J'ai lu quelque part que tu disais que les efforts très très longs, Ouais. au-dessus de 24 heures, c'était pas trop ton truc. Tu peux nous en parler de ça? Ouais, bah, Tu viens de le dire, hein, mais. ouais, bah, ouais, c'est intimement lié à ça, en fait. Mhm. Je sais que là, c'était 29, c'était trop à l'époque. En même temps, c'était quand même il y a presque 3 ans, mais 29 heures, c'était trop. J'ai fait 20, je sais plus. À la deuxième TDS, j'étais pas loin de 24, il me semble. Je sais plus. Mais du coup, je m'étais dit 24, ça va. Donc voilà, j'ai pas envie de faire trop long parce que mentalement ça me demande trop. Je suis pas assez, je pense, ouais, solide mentalement pour tenir aussi longtemps. Voilà, donc j'ai pas envie de me lancer sur des torts des géants, sur pour l'instant, mais même ça m'étonnerait en fait qu'un jour j'ai envie de faire ça. Parce que là, Attention, tu l'as déjà oh, dit. c'est vrai, c'est vrai. Mais là j'ai fait des choses plus courtes et en fait j'ai adoré ça, de finir plus tôt et de courir que 2 jours et voilà, de pas avoir de nuit blanche aussi, parce que ça, c'est quand même, j'aime pas ça. Donc, Mhm. donc ouais, je pense pas, mais plus long. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment extraordinaire? C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Euh, je dirais le défi des 4 nageurs que j'ai fait l'été dernier, là, avec Peigné Vertical. On est allé dans les Bauges, donc c'est vraiment le massif de mon enfance, au-dessus de chez moi. Et on a décidé avec Timothée Nallet, qui est le responsable de Peigné Vertical, qui est une agence de... Tu peux préciser ce qu'est Penny Vertical? C'est des photographes, je crois, Ouais, si je voilà, dis des pas de bêtises. photographes, des caméramans, en fait, qui sont Mhm. toujours très présents au niveau du TMB et qui travaillent pas mal en collaboration avec Oka. Mhm. Et donc, du coup, Timothée m'a invité pour tenter de rallier les 14 2000 des Bauges, donc 14 sommets de plus de 2000 mètres d'altitude, on avait dit en moins de 24 heures. Et donc, bah voilà, c'était une super aventure. Courir avec quelqu'un, moi j'aime beaucoup courir à plusieurs en fait. J'aimerais faire, je pense pas, au lieu de faire des très longs plus tard, j'aimerais plutôt faire des courses en équipe.
c'est plus quelque chose qui me branche. Et donc là, on était deux. Il y a plein de gens qui sont venus nous rejoindre pour faire des petits bouts avec nous. On était dans les Bauges, juste au-dessus de chez moi. Il a fait beau, c'est magnifique. Donc bah, voilà, c'était un très bon moment. C'était celui-là. Voilà. Alors, si je peux te conseiller un ultra en équipe Mm. qu'on fera certainement un jour avec mon ami Thomas, c'est le trail de Serpenson. Ouais. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est en équipe de deux. Ouais. C'est suite à la petite virée que François Den avait fait Mhm. avec ses potes. Ouais. Donc celui-là peut être sympa, je pense. Ouais, bah ouais, carrément. Mais en plus, j'ai des partenaires tout trouvés, là, notamment Julien Chaurier. Là, je pense qu'il sera, il sera pas Qu'on trop. sait. Qu'on salue Julien, Ouais, qui a été également invité du podcast. ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ton conseil, Mm, un petit tips, comme on dit, mm. en ce qui concerne l'alimentation en ultra? Je dirais de pas trop s'éloigner de son alimentation quotidienne. Mhm. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le choix que j'ai fait. De pas partir sur trop de choses exotiques, des poudres, des machins dont on connaît pas trop la composition. En général, bon, on est obligé de prendre quelques substituts. Bon, je prends des Voilà, complément. voilà, des compliments parce que il faut que ce soit très énergétique et que ce soit pratique. Donc voilà. Mais moi, je garde quand même une base de riz, pommes de terre ou voilà, choses que j'ai vraiment l'habitude de manger au quotidien. Parce que je pense que voilà, mon corps a l'habitude de l'assimiler et puis même ma tête, enfin je pense que voilà, j'ai l'impression d'être dans quelque chose que je connais. Donc et puis ça me rassure au niveau du pic glycémique aussi, parce que toutes ces choses-là sont en général assez sucrées. Je parle des substituts, des Mhm. compliments. Et donc j'ai toujours peur quand je prends des choses très sucrées que ça me coupe les jambes, que ça fasse un pic glycémique. Donc j'aime bien prendre du riz et après une barre mais j'aime bien mélanger les deux. C'est bon, les barres en général sont assez bien faites. Celles que je prends, j'ai l'habitude de les utiliser, donc ça va. Mais Mhm. je prendrais pas un sneakers comme ça sans rien prendre avec. Je prendrais du riz ou une pomme de terre ou voilà pour être sûr de. D'accord, donc tu es plutôt, on va dire, repas de ravitaillement complet, quoi. Ouais, Chaud ouais, et... ouais. Et puis je pense que en général il y en a peu des ravitaillements avec assistance. Ça fait du bien aussi de revoir ses proches. Et moi, j'ai envie d'en profiter un petit peu pour moi et puis pour eux, parce que je me dis quand même, ils me suivent toute la nuit, ils sont là tout le temps. Si je passe et que je m'arrête pas, c'est quand même pas très cool. Mhm. Et puis oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de passer un peu de temps avec eux. Alors, faut pas non plus trop traîner parce que c'est quand même une course et puis j'ai pas non plus envie de passer 10 minutes au ravitaillement. Mais j'aime bien ces petites pauses. Ouais, ça me fait du bien. T'as jamais eu trop de soucis au niveau alimentation? Non, alors non, non. C'est pas forcément facile, hein. J'en entends souvent qui disent j'arrive pas à manger. Alors je sais pas à quel point ils n'arrivent pas à manger. Moi, il y a des fois où c'est difficile, hein. J'ai pas faim, mais pour moi, ça fait partie de la course. Je me dis si je mange pas, je vais pas finir. Donc il y a un moment, je me suis entraînée. Voilà, c'est ça, ça fait partie de l'envie. Ce que je disais au début, j'ai tellement envie de réussir et de gagner que que il faut que je mange. Donc je mange. Voilà. Donc Il j'ai faut pas du besoin. carburant. Voilà, il en faut. C'est ça. Comment tu dors? Alors, de manière générale et avant une course. Coucher. Ah, Je ça, ça, dors. c'est, ça, c'est une bonne réponse. Ça me plaît. Je dors très mal. Je dors très mal avant une compète. Je dors pas en fait. Là, j'ai instauré un nouveau rituel. La nuit avant une course, je ne dors pas, mais pas du tout. Pas 2 minutes. Ça fait 3 compètes, c'est pareil, donc ça m'énerve. Mais voilà, c'est comme ça. Donc bon, ce qui me rassure, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais quand même performer même en ne dormant pas, donc ça va. Mais non, je n'arrive pas à dormir. Pourtant, j'étais bien là, la dernière compète, je comprends pas, j'ai éteint, il était 21 heures. Bah non, j'ai pas dormi. Je Bref, comprends, je suis dans le même cas que toi. Moi, c'est horrible. je suis pas dans les premières places des courses, mais c'est pareil. L'anxiété, je sais pas, Je comprends c'est pas. compliqué. Puis quand je suis avec des gars comme Ludo Pommeret ou Julien Charrier, là, eux, ils dorment 8 heures tranquilles. Ils peuvent aller, bon, alors ce soir, on va se coucher à 18 heures. Bah ouais, ouais, pas de problème. On va se coucher à 18 heures. Non, mais c'est hallucinant. C'est incroyable. Bref, moi, non. Je suis pas du tout comme ça. Donc, je dors pas. La nuit d'après non plus, d'ailleurs. Donc, comme ça, au moins, on est bien. Mais sinon, en D'où règle. le fait que t'aimes pas faire une nuit blanche pendant ta course, parce que Exactement. du coup, t'en as trois, J'en ai du coup. 3, exactement. C'est ça. 3 nuits blanches, c'est ça. Et sinon, non, en règle générale, je dors très bien par contre. Normalement, il y a pas de, j'ai pas de soucis. Je m'endors bien et je me lève moins bien du coup, parce que forcément, il y a le réveil. Pas toujours, Mhm. mais oui, oui, non, je dors très bien.
Bon, on a le même problème de sommeil. Ouais, C'est vrai que c'est compliqué à gérer, hein. c'est trop chiant. Les nuits sont longues. C'est trop chiant. C'est hyper stressant en plus parce que du coup, on a envie de dormir. On se dit, il faut absolument que je dorme parce qu'il me faut de l'énergie pour la course. Du coup, c'est encore pire. Enfin bon, j'arrive pas. T'as pas essayé des méthodes type auto-hypnose, body scan, enfin non, Alors, t'as pas. ça, Pascal, il m'a parlé de l'auto-hypnose. Sauf que moi, on me dit, tu fais de l'auto-hypnose, je sais pas faire. Je sais pas comment on fait de l'auto-hypnose. Je veux bien, mais je sais pas faire. Je me suis pas plus renseignée que ça, honnêtement, hein, mais parce que Il faudrait. je suis Hmm. tellement persuadée que ça a pas marché, en fait, que du coup, je me suis pas renseignée. Mais oui, ça peut peut-être être une idée, ouais. Ouais, c'est vrai. Sinon, somnifère, peut-être. Ouais, pas trop dosé parce qu'après le lendemain matin, C'est le ça. réveil est encore plus dur. Si je rate le départ, c'est un peu con, ouais. Ouais. Je vais changer un petit peu de sujet. Ouais. On se rend compte qu'aujourd'hui, là, beaucoup d'athlètes d'ultra trail. Alors, on a vu notre ami Kylian, on a vu Eric Lavry s'essayer sur des courses d'ultra endurance comme les 100 km sur route Mm, ou les 24 heures sur piste. mm. Euh, Toi, on a vu que tu t'es essayé aux 100 km dans le Colorado, je crois, Ouais, récemment, ouais. C'est ça. en janvier. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cet événement? C'est quoi la raison? En fait, c'est une opportunité. C'est Baoka, du coup, mon principal sponsor, qui avait déjà fait ça pour le lancement d'une première chaussure qui s'appelle la Carbonix. Ils Mhm. avaient donc fait cet événement, créé cet événement de toutes pièces avec Jim Wemsley notamment, qui voulait tenter de battre le record du monde. Et donc, il y avait quelques athlètes qui avaient été conviés à la fête. J'en faisais pas partie à l'époque. Et puis, j'avais regardé ça, j'avais trouvé ça super à regarder. Et il se trouve que ils m'ont proposé là, c'était lors du premier confinement. En plus, c'était en plein confinement, donc c'était un peu déprimant. Et donc, ils me disent, ah bah, si éventuellement tu es intéressé, tu pourrais venir au Colorado. Alors moi, évidemment, moi j'avais entendu que Colorado dans l'histoire. Je me suis dit, venir dans le Colorado, pas de problème. Ah, il faut quand même faire 100 km sur route. Non, mais ouais, du coup, il m'avait proposé ça. Puis moi, direct, je me suis dit, bah, c'est super, hein, je vais essayer. Enfin, j'ai jamais fait, ça peut être drôle. Et puis, et puis bon, d'abord, c'était ça. Et puis ensuite, c'était aussi, comme j'ai prévu de faire la Western States après, ça peut être aussi une occasion de prendre un peu de vitesse, enfin, d'essayer de travailler un peu la vitesse, puisque je vais en avoir besoin pour la Western. Et la Western, c'était une course préparatoire pour l'UTMB. Donc voilà. Mhm. Voilà, toute une logique qui coulait bien. Donc voilà. Donc tu t'es absolument pas préparé pour ce 100 km sur route. je, je me suis préparée. Alors là, je vais dire un truc, Pascal, ça va pas lui plaire. Mais Ah, je lui ai dit que j'avais un 100 km sur route. Et Pascal a retenu 100 km. Donc il n'a pas retenu sur route. Donc l'entraînement spécifique 100 km sur route a démarré un mois et demi avant. Bon, il se trouve que, de toute façon, pour sa défense, je revenais de la finale des Golden Trail Series. Donc, de toute façon, il fallait que je récupère. Donc, j'aurais pas pu démarrer bien en amont, hein. Donc, voilà. C'était tout dans l'adaptation, hein. Cette année, on changeait les compétitions au dernier moment. Donc voilà. Donc, j'ai préparé, mais pas beaucoup de temps. J'ai commencé, j'ai fait ouais, un mois et demi, on va dire, de prépa, sachant qu'il y a 15 jours, on décharge. Ouais, on va dire un mois. Un mois de préparation, voilà, spécifique. est-ce que ça t'a plu? Au début, pas du tout. Au début, pas du tout, parce que je me suis tapé des séances horribles. J'ai eu une seule séance de piste, mais alors ça, elle revient tout le temps parce que j'ai tellement souffert. Je devais faire 12 fois 400 mètres. Pour moi, c'était l'horreur. Et on me demanderait de la refaire, je la ferais pas. C'était vraiment très difficile. Donc, une séance sur piste et après des séances sur piste cyclable. Voilà. Et plus on avançait, plus on se rapprochait de l'échéance. Et plus j'aimais, parce que plus les durées étaient importantes, en fait, et plus l'allure, du coup, diminuait, forcément. Et donc, j'aimais avoir cette sensation de vitesse que je pouvais quand même tenir 2 heures. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu après. Mais au début, vraiment, les séances très courtes de vitesse pure, là, non, là, je souffre beaucoup, je déteste. Et l'événement des 100 Ah km en ouais. lui-même,
Qu'est-ce que tu en as retiré? Oh bah là, j'ai adoré. J'ai adoré parce que tout était grandiose en fait. Mhm. Déjà, c'était démesuré parce que le contexte qui était le nôtre en Europe, le fait de prendre l'avion, nous déjà, on avait une chance incroyable. On arrive là-bas, on est accueillis, on est dans un super hôtel, que les athlètes au cas. C'était une petite bulle magique en fait. C'était super. Et puis de rencontrer tous les athlètes au cas américains parce qu'on n'a pas l'opportunité non plus de beaucoup les Il y, croiser. a- il y avait Jim Wamsley Ouais, là-bas. ouais, il y avait Jim, il y avait Je crois qu'il a raté de 30 secondes, de 10 secondes. De 10 10 secondes. secondes le Oh record. là là. Ah ouais, c'était horrible. Ouais, Moi, je l'ai su pendant la course, en fait, parce que Julien est venu avec moi. Ça, c'était super aussi que Mhm. Julien soit là. Ça a aussi fait que je me sente très bien et que j'étais très bien là-bas, parce que j'avais Julien avec moi et on s'entend très bien, on est très proches. Donc, j'étais ravie que Julien soit avec moi. Ça me rassure beaucoup qu'il soit là. Surtout que c'est quelqu'un vraiment de très posé et très rassurant. Donc, pour moi, c'était génial. Et il m'a aidé pour l'assistance, du coup, pendant la course. Et, euh, et donc, pourquoi je disais ça, je sais plus, en fait. Oui, t'as passé un bon moment. T'as Voilà, passé j'ai un passé un agréable. très bon moment. C'était, Ouais. c'était super, ouais. T'as Et, pas souffert, t'as pas. ah si, si, ah bah bien sûr, ah bah oui, 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 j'ai souffert. J'ai souffert. En fait, j'étais très bien. Alors, c'est sur ce type d'effort-là, je me suis rendu compte que, en fait, t'es très bien et bam, d'un coup, t'es plus très bien. Et Mhm. ça revient pas. Entre elles, ça revient. Il y a des moments où on n'est pas bien du tout, hein. Pareil, ça vient très rapidement, mais ça revient. Et là, ça revient pas, en fait, parce que c'est vraiment des douleurs musculaires. Et donc, ça va que en empirant. Et donc, la fin a été très difficile musculairement parlant. Je l'ai un peu oublié, en fait, parce qu'on oublie toujours hein, les mauvais moments des courses. Mais je me souviens avoir vu Julien donc, à 3 kilomètres de l'arrivée. Et je me suis dit, c'est pas sûr que je termine à 3 kilomètres de l'arrivée. Donc c'est pour dire dans quel état j'étais. Les jambes, c'était horrible. Et j'ai jamais eu autant mal aux jambes après une course. J'ai jamais mis autant de temps à m'en remettre que cette course-là. Mais sur le moment, c'était moins dur parce que mentalement, pour moi, c'était beaucoup moins dur qu'un ultra. Je partais pour 8 heures de course. Euh, 8 heures, c'est pas 30 heures, quoi. J'arrive à me projeter sur 8 heures. Mhm. C'est plus facile à appréhender, je trouve. Et donc, t'avais pas de passif sur route aussi, un peu? Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, jamais fait de marathon, jamais Donc, fait de toi, course, rien. t'arrives, donc je rejoins un petit peu Pascal Balducci, hein, je pense que t'es pas consciente des qualités que t'as. T'arrives, t'as jamais fait de plus ou moins de bitume, quoi. Ouais. T'arrives sur un 100 km sur plat, tu fais 7h40 et 36 secondes, ça correspond à quoi en moyenne en vitesse? Ça fait 13 à peu près, 13 kilomètres. Ouais. Sur 100 km. Ouais, D'accord. ouais. Non, mais j'étais vraiment surprise. Hein, et alors encore plus, bon, la victoire, c'est un peu anecdotique sur cette course parce qu'on n'était que 6. Donc, bon, Mhm. voilà. Mais dans les 6, je pense que j'étais clairement celle qui avait la VMA la plus faible. Et j'étais sûre et certaine de ne pas gagner cette course. Par contre, là, vraiment, je partais pas du tout pour gagner la course. Je partais pour essayer de maintenir l'allure que je m'étais fixée, que j'étais pas du tout sûre d'arriver à maintenir. Et voilà, là, c'était vraiment, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, quoi. Et surtout qu'il y avait Camille Héron parmi les filles au départ. Et pour moi, Camille Héron, c'était la spécialiste de ce genre de Ah format de oui. course sur route. Donc vraiment, j'avais aucune prétention de victoire, podium ou quoi que ce soit, à part essayer d'arriver dans les 6. C'était tout. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que t'as remporté cette victoire, du coup? Euh, Bah, en fait, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. J'ai essayé de maintenir l'allure que j'avais. Je me suis juste fixée à l'allure. En plus, là, pour moi, c'était une course, mais sans être vraiment une course, parce que c'était un collectif. En fait, le but, c'était d'essayer de faire tomber des records tous ensemble. Donc, j'étais pas vraiment en concurrence avec les autres. Et donc, j'ai maintenu l'allure que je m'étais fixée. Et puis les autres ont craqué. Voilà, c'est tout, en fait. C'est pas vraiment Mhm. moi qui ai fait quelque chose, c'est que les autres ont craqué sur leur allure et que moi je suis arrivée à la tenir plus longtemps, même si à la fin j'ai quand même baissé, mais je suis quand même arrivée à la tenir assez longtemps, donc j'étais contente de ça, ouais. J'ai une autre petite question pour toi. Ouais. Bonjour Nicolas, voici un petit message pour Audrey. Alors Audrey, dans un premier temps, j'aimerais te féliciter sincèrement pour la performance que tu as réalisée sur ton 100 km. C'était vraiment super, j'ai suivi de près. Et Audrey, ma question est la suivante. Alors tu sais que je suis référente du 100 km au sein de la Fédération française d'athlétisme. Et j'ai une petite question particulière pour toi. J'aimerais savoir si tu
et est prête à refaire un 100 km qualificatif à un championnat international et ainsi intégrer l'équipe de France si tu réalises les minima pour ce championnat. Serais-tu intéressé donc de courir en bleu, blanc, rouge au sein de l'équipe de France? Est-ce que tu as reconnu la personne qui t'a posé Alors, la je question? pense savoir qui c'est, mais je connais pas sa voix. Donc, Vas-y, c'est Laurence. c'est Ouais. Laurence Klein, c'est ça. Est-ce que tu peux rappeler qui est Laurence Klein? Laurence Klein, c'est la détentrice du record de France de 100 km route en 7h26. Et oui, c'est une grande dame de la course, de la course sur route et de la course tout court parce qu'elle a fait d'autres choses. Donc voilà, elle m'avait écrit un gentil message après ma course et donc j'aurai grand plaisir à la rencontrer dès que l'occasion se présentera. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec elle, ouais. On la salue, Ouais, Laurence, elle est passée elle aussi dans un des podcasts. Alors, tu es à 14 minutes de son ouais, record c'est ça. Ouais, pour ta première tentative. ouais, oui, c'est ça. Mm. Et donc, la réponse à la question. Alors oui, j'aimerais beaucoup refaire un 100 km route. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, donc j'ai vraiment envie d'en refaire. Le seul problème qui peut éventuellement se poser, c'est que, en tout cas pour cette année, j'ai déjà un planning précis avec des objectifs qui sont fixés depuis longtemps. Et en fait, les courses qualificatives, il faut que ça puisse coller avec mon planning. Et là, je pense que ça va pas être le cas, en tout cas pour cette année. Voilà, ça peut pas. Mais sinon, bien sûr, ça serait un honneur pour moi, comme j'ai déjà dit aussi, même d'intégrer l'équipe de France de trail, parce qu'il va y avoir un 80 km bientôt en championnat du monde en En Thaïlande. Thaïlande, si je dis pas de Donc, bêtises. pour moi, c'est un honneur de porter le maillot bleu, blanc, rouge, que ce soit sur route, que ce soit en trail, que bien sûr, c'est toujours un honneur, je pense, pour un sportif de porter le maillot de son pays. Enfin, bien sûr, c'est une émotion particulière, je pense, de courir pour son pays et c'est quelque chose qui me ferait très plaisir. Et donc voilà, oui, évidemment. Alors, l'envie est là. Après, il faut que ça puisse coller aussi avec d'autres objectifs que j'ai. Et le problème, c'est que moi, je veux tout faire. Donc voilà, il faut en discuter, mais bien sûr, ça me ferait très plaisir et c'est très gentil de sa part de me faire cette proposition. Tu poseras là, du coup, tu t'entretiendras avec Maître Pascal qui te donnera ses conseils, non? Comment ça se Sur passe? son arbre perché. Ouais. J'aimerais savoir comment ça se passe pour les qualifications, alors que ce soit en équipe de France pour 100 km sur Mm. route ou pour les championnats du monde de trail. Comment ça se passe? Il y a des minimums il y a des temps minimums à observer, il y a des courses sur lesquelles on doit s'imposer. Comment ça Alors, se bon, moi, je passe? suis pas une spécialiste parce que du coup, j'ai jamais fait vraiment ça, mais je sais qu'il y a des courses qualificatives. Ils prennent, je crois, les 4 meilleurs de ces courses qualificatives et ils ont 2 places euh, au potentiel, je sais pas trop comment dire ça, ou au passif, quoi. Mhm. Voilà. Donc, on peut être convié à entrer en équipe de France sans faire les courses qualificatives par les résultats qu'on a fait précédemment. Voilà. Et après, les courses qualificatives, elles sont D'accord. déjà pareil, les dates des courses sont déjà fixées. Et le problème, c'est que comme il y a plein de compétitions en trail et en route, c'est difficile de faire plusieurs choses et il faut faire des choix. Et c'est embêtant. C'est embêtant parce que du coup, je crois que la course qualificative, notamment pour les 80 km en Thaïlande, championnat du monde, c'est une semaine après l'UTMB. Donc voilà, moi je peux pas faire même un 40 km une semaine après un 100 miles, quoi. C'est pas possible. Bien Voilà. sûr. Donc, Choisir, c'est renoncer, malheureusement. et ça, j'ai beaucoup de mal. Parce que j'aime tout, j'ai envie de tout faire. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé ton... Alors, je crois que tu es parti une petite semaine 3. en Californie récemment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà tu étais là-bas, Mhm, dans quel but, mhm. et comment ça s'est passé?
Alors, en fait, je suis partie 3 semaines en Californie. 3 semaines? Ouais. Oui, je sais. Et en fait, on est parti. Ça, c'est pareil, c'est chouette. Lors du projet Carbonix, j'ai rencontré des athlètes OCA qui ont intégré la team cette année. Carla Molinaro, qui est anglaise et qui menait la course d'ailleurs, les 100 km, tout le début de la course. Et puis Peter, avec un nom à rallonge, dans les consonances un peu allemandes, donc je ne sais pas son nom de famille. Et on s'est très bien entendu et donc on est resté en lien par message. Et en fait, moi j'avais prévu de retourner faire Lake Sonoma en Californie. Et cette course a été annulée. Du coup, j'avais écrit à Carla et Peter pour savoir ce qu'ils faisaient. Et Carla nous a dit qu'elle faisait la Canyon 100. Mhm. Donc, je me suis renseignée sur cette course. Elle était aussi pendant mes vacances, parce qu'il faut aussi quand même que je joue un peu avec les vacances scolaires. Bon, là, il se trouve qu'il y avait le confinement, donc je pouvais donner des cours à distance, mais à cette époque, je ne le savais pas. Et donc, du coup, comme elle m'a dit qu'elle faisait ça, Peter et moi, on s'est greffés en fait au truc. Et on a loué Airbnb tous les trois. Et on est parti. Avec Carla, elle est partie un mois. Peter, il est resté une semaine et puis moi, je suis restée 3 semaines et voilà. Donc, on a passé du temps ensemble. On a reconnu un peu, sachant qu'en plus, la Canyon 100, c'est une bonne partie du parcours de la Western States. Mais à Donc, l'envers, non? à l'envers. Mhm. Donc, du coup, j'ai pu aussi reconnaître un peu la Western. Donc, c'était super. Et puis faire un peu de tourisme quand même après la course parce que bon, aller en Californie et, Ça, et c'est juste clair. faire le parcours de la Western, c'est un peu dommage. Voilà. Et comment se passe cette course? Comment tu te sens au début? Toujours pareil, stressé? Comment Ah tu es? oui, toujours. Ça, c'est une constante, ça. Alors, c'est une constante. C'est une constante, mais en fait, je me dis maintenant, après 3 ans, que je pense que c'est une manière pour moi de me Mhm. concentrer, en fait. Je pense que c'est nécessaire. Ça m'a jamais perturbée pour réussir ma course. Peut-être que je réussirais mieux si je stressais pas, je sais pas, hein, parce que ça me bouffe sûrement de l'énergie quand même un peu. Mais en même temps, je pense que ça me permet aussi de me concentrer et de rentrer dans ma course. Donc maintenant, j'évite de me dire, mince, il faut arrêter de stresser parce que du coup, je stresse encore plus. C'est un cercle Tu l'as vicieux. accepté? Voilà, je me dis, ça va venir. Donc voilà, laisse-le venir. Ça vient, ça repart. Il y a des moments où c'est très fort, il y a des moments où ça repart. Bon, bref. Et c'est pas forcément plus on se rapproche de la course, plus c'est élevé, hein. Des fois, c'est une semaine avant, c'est l'horreur. Et puis après, ça décroît. Enfin bon, bref, ça varie. Mais le stress est tout le temps là. Donc j'étais stressée, oui. Mais la course c'est très bien passé. En fait, je suis partie. J'avais rencontré d'ailleurs Bess Pascal parce qu'elle était là aussi avant. Donc on a fait des recos ensemble, hein. On se connaissait avant de partir. On avait passé quelques jours ensemble. On était allés au lac Tao ensemble. Enfin bref, on a fait quand même quelques jours ensemble. Et on est parti et on a couru les 20 premiers kilomètres ensemble. Et j'ai regardé ma montre et j'ai vu une moyenne de 12 et demi à l'heure. Je me suis dit que là, moi, ça allait quand même être compliqué, sachant que j'avais fait 13 sur 100 km à plat, sur route. Et Là, là, il y a c'était 5 km pour combien de dénivelé en tout? 5000, ouais. 100 pour 5000. Mhm. Ouais, 5000. Bon, moi, ma montre, elle est un peu avare dans dénivelé, donc elle indique 4000, je sais plus, 4004, je crois, mais je crois que c'est. Enfin, normalement, c'était 5000. Et donc, je me suis dit que pour moi, c'était trop rapide, donc j'ai ralenti. Et elle n'a pas ralenti. Donc elle est partie, j'ai bien vu qu'elle était très en forme, je le voyais déjà hein, lors des recos. Et puis donc bah voilà, je suis restée derrière et puis j'ai essayé de bien relancer dans toutes les parties plates, de pas trop ralentir en descente, de faire ce que j'ai appris en fait jusque-là. Et ça s'est très bien passé. La course a bien avancé. Et puis à 4 km de l'arrivée, en fait, j'avais rentré le parcours dans ma montre et j'avais reconnu le parcours et notamment la fin. Donc, je savais ce qui me restait. Il me restait une grande piste forestière et après, j'avais une route, un virage, une route en goudron à droite et c'était l'arrivée sur un parking. Donc, c'était très, très simple en plus. Donc j'arrive à 4 km de l'arrivée et donc on arrive sur cette grande piste forestière et il y avait un monsieur avec un 4x4 que j'avais croisé tout le long de la course, donc je supposais qu'il suivait des coureuses et qui m'encourage et puis je passe et juste derrière je l'entends hurler sur quelqu'un, donc je me retourne, évidemment une fille, j'étais ravie, je me suis dit allez, rebelote, tout le temps, j'ai tout le temps quelqu'un aux fesses. Et là, au bout de 100 km, en plus, je ne l'ai pas vue tout le long. Et là, je la vois à 4 km de l'arrivée qui arrive à une allure incroyable. Je me dis, c'est pas possible.
Donc là, mentalement, c'est très dur parce que bah, forcément, j'ai les jambes quand même en vrac. Et puis, j'ai quand même poussé tout le long. Donc, je me dis, bon, il te reste 4 kilomètres, tu peux pas te laisser manger comme ça à 4 kilomètres de l'arrivée. Ça, j'accepte pas, c'est trop dur, quoi. Donc, j'accélère et je reprends un rythme enfin, assez élevé. Donc, j'accélère, comme ça, je cours. Et puis, je fais bien 2 kilomètres comme ça. Et là, le monsieur en 4x4 me rattrape et me dit que j'ai raté un tournant. Et là, tout s'effondre parce que je me suis mobilisée, c'est hyper dur. Et non, et j'ai pas envie de rater maintenant, quoi. Et je me retourne, bah évidemment, la fille qui était derrière, elle y est plus. Donc je fais demi-tour et puis je vois pas ce tournant. Et je me dis, et en fait, ça se trouve, il s'est fichu de moi, quoi. Ça se trouve, la fille, elle était dans le 4x4 et il l'a déposé juste après. Moi, j'ai fait demi-tour comme une andouille alors que j'ai le parcours sur ma montre. Je le connais, le parcours, je l'ai reconnu, donc c'était là. Donc j'ai fait demi-tour. Et donc j'arrive comme ça, en me disant, je me suis fait avoir, quoi. Voilà, je me suis fait doubler. Donc la fille m'avait effectivement doublé. Donc j'arrive, j'étais déprimée. Là, à ce moment-là, j'ai pas le recul pour me dire, t'as fait quand même une belle course. Non, là, j'étais pas du tout là-dedans. Et donc je vais voir les organisateurs en leur disant, là, il s'est passé quelque chose, quoi. Je sais pas quoi, mais enfin voilà, il s'est passé quelque chose. Il y avait une fille derrière moi, je l'ai pas revue, elle est devant, voilà. Et donc j'apprends en fait que le parcours a été modifié au dernier moment, qu'ils n'ont pas prévenu les coureurs. Et du coup, que j'ai vraiment raté ce tournant. Voilà. Donc bon, je perds une place. La Tu fille finis derrière troisième moi, donc? je finis troisième. La fille derrière moi arrive juste derrière aussi. Elle arrive qu'à 1 minute derrière. Donc en fait, on est trois en 3 minutes quasiment. Donc là, je me dis, wow, il y a un niveau quand même. C'est quand même vraiment serré, quoi. Aux États-Unis, les courses, ça rigole pas. Et puis voilà, bah, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. J'ai raté un tournant. Bon, je préfère que ça m'arrive maintenant que sur la Western ou sur l'UTMB. Et puis bon, de toute façon, je peux. Enfin, c'était sûr que j'allais le rater. Vu que j'avais reconnu le parcours, que je l'avais dans ma montre, je savais pas qu'il y avait un changement. Et ça pouvait pas être autrement. Et d'ailleurs, Bess Pascal s'est trompée aussi. On l'avait reconnue ensemble, donc elle aussi. Et il y a un autre garçon, je sais plus qui c'est, un des meilleurs d'ailleurs, un qui est sur le podium, qui s'est aussi Max planté. King? Ouais, c'est ça. Max King qui s'est aussi planté d'ailleurs. Donc voilà. Là, on était plusieurs à s'être trompés. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que vu que les autres étaient arrivés quand même bien avant, puisque Bess Pascal m'a quand même mis une demi-heure, hein, donc elle était quand même bien avant moi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis quelqu'un à ce virage-là? Ouais. Voilà, c'était à 2 kilomètres de l'arrivée, donc c'était pas bien compliqué de mettre quelqu'un pour être sûr que les coureurs prenaient le bon tournant. Bon, ils l'ont pas fait, c'est pas grave, enfin, je veux dire, je leur en veux pas. Ils devaient être dans le jus, c'était très compliqué d'organiser des courses à ce moment-là. C'est la première course aux États-Unis qui a eu lieu depuis le virus, donc j'étais déjà ravie de pouvoir courir cette course. Voilà, ils ont dû faire face à plein d'obstacles, je suppose, pour la maintenir. Donc c'est pas grave. Enfin, franchement, non. Je voulais juste pas retenir ça de ma course parce que je pense avoir fait une très belle course et j'étais très contente. Donc je voulais pas que ce soit la dernière image que j'ai en tête. Donc voilà, c'est pas le cas. Donc voilà. Là, c'est là où c'est drôle quand même, l'ultra et le trail de manière générale. En fait, vous, les athlètes élites, vous êtes soumis aux mêmes problématiques que les coureurs Ah bah normaux oui. comme moi, hein. C'est-à-dire que, et notamment on le voit souvent à la Diagonale des Fous, on peut être soumis à des problématiques complètement dingues qui influent sur notre place au classement, quoi. Bah oui, bien sûr. Puis je pense que c'est une des choses qu'on aime aussi, que tout le monde aime, que ce soit autant les élites que les autres, c'est que on est tous logés à la même enseigne. Donc oui, on a tous les mêmes problèmes. C'est comme ça. Quels sont tes objectifs pour 2021? Du coup, tu en as parlé tout à l'heure un peu, mais Ouais, bah là, du coup, j'ai la Western States le 26 juin et l'UTMB le 26 août, je crois que 26 ou 28 août. Et puis après, c'est pas encore. J'ai des projets, mais pour l'instant, rien n'est sûr et il y en a plusieurs en même temps. Donc, il faut qu'il y en ait qui n'aient pas lieu parce que sinon, je vais avoir du mal à choisir. Mais j'aurai encore quelque chose en octobre, novembre. Voilà, encore un autre projet. Mais pour l'instant, je sais pas quoi. T'as dit que tu aimais, t'avais du mal à choisir. Ouais. Combien d'ultra tu fais par an en saison normale, on va dire? Alors, jusqu'à présent, j'en faisais 4 à peu près. Et là, j'ai envie d'en faire moins, en fait. J'aimerais en faire 2 à peu près. Et j'aimerais faire d'autres choses.
alors que ce soit des courses en équipe, que ce soit des plus courts. J'aimerais aussi aller à l'Hard Rock et je pense que l'Hard Rock, d'après ce que j'ai entendu, après j'écoute aussi beaucoup ce que les gens peuvent me dire et les conseils sont toujours les bienvenus et j'écoute ce qu'on me dit, hein. L'Hard Rock, c'est quand même une course qui demande beaucoup, qui est en altitude, donc qui se dispute fin juillet, donc mi-juillet, ça dépend des fois. Et si je fais l'hard rock, je ferai pas de course de l'UTMB parce que je pense que c'est trop proche et que c'est risqué. Donc dans ce cas-là, je m'orienterai vers autre chose. J'aimerais aussi me lancer sur la Comrades parce que voilà, j'en ai entendu parler, puis j'ai fait de la route, donc du coup ça me donne aussi envie. C'est une grosse course, donc j'ai envie de voir Tu l'ambiance. tu peux préciser la Com Race? Ouais, Comrades, Ah, Com Race. Ouais. Comrade, ouais. Ouais, pardon. Non, non, mais... Non, non, mais... C'est Pas celle-là. de problème, c'est moi, c'est mon accent. C'est celle-là. Voilà. Et oui, c'est un 70 km sur route, donc qui se fait soit principalement en montée, soit principalement en descente, ça dépend des années. Donc moi, bien sûr, je préférais la faire en montée. Et qui... C'est aux États-Unis? Non, c'est en Afrique du Sud. Ah, d'accord. Afrique du Sud, mais c'est une course qui est très rapide et avec beaucoup de spécialistes. Donc, j'aimerais vraiment aller voir ça. Maintenant, j'ai envie d'essayer ça. Voilà. Donc, j'ai encore ça en tête. J'ai l'hard rock. Puis, j'en aurai d'autres hein, parce que les projets, ils arrivent au fur et à mesure que les autres se réalisent, se concrétisent. Donc, voilà. Ça, j'ai envie. Et puis, voilà, des courses en équipe, j'adore. Voilà, là, cette année, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Pour moi, en tout cas, c'est que avec la pandémie, en fait, je me suis lancée du coup sur des choses que j'aurais jamais pensé faire. Les Golden Trail Series, jamais j'aurais pensé y aller. Et au final, j'y suis allée et j'ai adoré. Et ça m'a apporté beaucoup, et notamment en termes de confiance, de me rendre compte que je pouvais être dans le top 10 d'une finale des Golden Trail Series parce que j'aurais jamais cru ça possible. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, je vais sur 100 km route et puis finalement, je réussis bien aussi. Donc pour moi, c'est vraiment bien, quoi. Ça fait du bien et ça me rassure et ça me permet de me dire que voilà, peut-être que j'ai encore d'autres choses à découvrir et voilà, des belles choses à faire, quoi. C'est là où c'est étonnant aussi, c'est qu'on te sent à l'aise partout. Que ce soit sur des formats marathons, des ultras, des trucs roulants, des trucs moins roulants, c'est Bah, impressionnant. En fait, je le savais pas, hein. Vraiment, j'étais la première à dire non, mais moi sur la route, ça va être une catastrophe. Ou alors moi sur 30 km, je vais arriver 2 heures après tout le monde. Et je le pensais vraiment, c'était pas de la fausse modestie. Vraiment, j'étais sûre. J'étais hyper stressée au Golden Trail Series. Là, il y avait le prologue qui faisait 4 km. 4 km. Alors du coup, moi, je suis partie. Je suis partie en sprint. Mais vraiment, en sprint sur 50 mètres. Parce que je me suis dit 4 km c'est trop court, il faut y aller quoi. Bah ouais, 4 km c'est quand même long en fait. Donc 50 mètres. Donc c'était une catastrophe le prologue. Mais bon, c'était le prologue, c'était bien, ça comptait pas. Et ça m'a permis du coup de me rendre compte qu'il fallait quand même que je me calme. Et que bon, 4 km et 30, encore pire, les jours suivants, il fallait quand même les tenir. Donc il y avait quand même un petit peu de gestion. C'était pas non plus on lâche tout. Ouais, parce que là, clairement, quand on parle de Golden Trail Series aux Açores, Mm. c'est complètement l'opposé de la TDS ou Ah de bah la oui. Diagonale, quoi. Ah bah C'est ah pas bah du oui. tout le même sport, Et quoi. c'est pour ça, en fait, comme moi, je pensais pas être vraiment forte, en fait. Je me disais juste, t'es endurante. Donc, voilà, Mm. la TDS, t'y arrivée parce que, voilà, il fallait juste maintenir une allure. T'es arrivé, bah, finalement, t'as ressenti la fatigue moins vite que les autres, ou t'as mieux géré, ou tu t'es plus économisé au début, je sais pas. Mais en tout cas, bon, bref, voilà. Mais je pensais pas du tout avoir des qualités de vitesse. Et du coup, bon, bah voilà, sur 30 km, je me suis dit, bon, là, ça va être une blague, là. Je pense que là, tout le monde va se rendre compte qu'en fait, en fait, je suis nulle. Que t'es une arnaque. En fait, je suis une grosse imposteur. Ouais, c'est ça. Hein. Impostrice. Ouais, je sais pas comment on dit, donc j'ai pas osé. Je l'ai pas osé celui-là, mais je l'ai pensé. C'est pas grave, on peut. En tout cas, celui-là. Et en fait, bah, non, finalement. Bon, après, j'avais quand même pour moi aussi qu'il y en avait 4. Hein. C'était pas une seule course de 30 km. Mais ouais, bah, je suis quand même. J'étais surprise et j'étais ravie d'arriver dans les 10 premières de cette finale. Vraiment. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'avait mis en place Pascal pour ta préparation au Golden Trail, Ah bah alors, à cette fameuse course à étapes. vu que je me suis décidée à peu près 8 jours avant la course, Ah oui, d'accord. il n'a pas trop eu le temps. Non, je vais faire les Templiers en fait, qui ont été annulés.
Mhm. Quand les tabliers ont été annulés, je me suis mise sur l'Ultra de Haute-Provence. Donc c'était un 100 Le km, THP. voilà, qui a été annulé. Et donc je l'ai su 8 jours avant la finale des Golden. Donc là, c'est Julien qui m'a dit ah bah sinon, tu sais qu'il y a Nico, il y a Nico et Ludo qui vont au Golden. En rigolant, en fait, il m'a dit ça te dirait pas d'y aller? Je dis bah bien sûr que si, ça me dit d'y aller. Où c'est qu'on signe? Ça s'est fait comme ça, mais vraiment, hein, c'était véridique. On était allé au Templier. En fait, on était allé à Millau faire un week-end au Cap parce que du coup, il y avait des logements qui étaient réservés pour les Templiers vu que c'est une course au Cap. Donc, on avait fait un rassemblement là-bas et j'attendais de savoir si j'allais pouvoir avoir un dossard pour la finale qui était 10 jours après, quoi. Donc, vraiment, ça s'est décidé au dernier moment. Donc, j'avais pas du tout de préparation en fait. Je vais te poser une question assez large. Ouais. On vient juste d'apprendre la nouvelle là, de l'UTMB qui a annoncé son UTMB World Series. Ouais. On peut l'appréhender de manière différente, cette nouvelle. De mon point de vue, ça va pas forcément dans le sens d'une unification des championnats internationaux. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce point de vue-là, de Euh, manière générale? Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a vraiment une multiplicité des compétitions qui fait que du coup le niveau est assez délié et ça va pas dans le sens de notre pratique et je pense que ça va pas dans le sens de la reconnaissance des athlètes notamment. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement des compétitions sur lesquelles on retrouve tous les athlètes parce que sinon ça veut plus rien dire en fait. Mhm. Ouais, il y a trop de compètes, tout le monde va sur sa compète et donc plus personne ne court les uns contre les autres. Après, si ce circuit peut permettre que tous les athlètes se rejoignent, ça va dans le bon sens. Mais le problème, c'est que je ne suis pas du tout sûre que ce soit le cas, puisqu'il y en a déjà des circuits qui existent. Donc si on multiplie les circuits, et ben, ça va, je pense que ça risque de desservir la pratique, quoi. Mais bon, comme je suis assez positive, je me dis peut-être que les athlètes vont se lier et vont se dire bon, on suit celui-ci ou un autre, mais en tout cas que tout le monde soit sur le même, ça serait bien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la problématique aussi, c'est organisationnel. On va avoir un UTMB fin août et puis peu de temps après, on va avoir un championnat du monde. Bah oui, voilà, C'est- c'est ça le souci en fait. Si jamais il y a un seul circuit, je pense qu'il sera quand même bien fait, hein, les gens sont pas non plus complètement idiots. Ils se doutent bien que si on est sur un circuit d'ultra, on peut pas mettre un ultra tous les 15 jours. Voilà, puis ça, je pense que c'est quand même assez bien intégré chez tout le monde, puisque la santé des athlètes, ça, je pense que ça préoccupe quand même tout le monde et qu'il y a déjà eu pas mal de casses. Donc voilà, je pense que ça, c'est assez intégré. Donc si jamais les têtes pensantes créer un circuit, les compétitions seront, je pense, bien espacées et bien pensées. Mais il faut qu'il n'y en ait qu'un. Parce que là, on n'y arrive pas. Et les championnats du monde, enfin, moi, ce qui me pose souci, c'est qu'au niveau fédéral, c'est complètement différent de ce qu'il y a en ultra trail. L'ultra trail n'existe pas au niveau fédéral. Donc là, il va y avoir un 80 km, c'est déjà mieux que rien. On est encore loin de l'ultra, mais bon, on s'en rapproche. Et moi, en tant que prof et en tant que fonctionnaire, j'ai pas de statut de haut niveau du coup, Mhm. parce qu'il faut faire partie de la fédération. Et en ultra, il n'y a pas. Et c'est bizarre en fait cette discipline, parce que le trail, je pense que c'est un peu vu comme je sais pas si c'est vraiment bien reconnu par la Fédération française d'athlétisme. C'est un peu vu comme de la randonnée, quoi. Et du coup, on est affilié à une fédération qui reconnaît pas vraiment notre spécificité, voilà. Et ça, je pense que c'est un problème et il faut régler ce problème. Soit créer une fédération de trail, soit être reconnu par la fédération d'athlétisme à juste titre, quoi. Et dans ce cas-là, avoir des compétitions sur lesquelles tout le monde s'aligne et pas chacun fait son propre circuit. Et là, du coup, Donc, je- c'est les marques, les sponsors, les organisateurs qui doivent créer des circuits pour que les coureurs s'y retrouvent. Donc, c'est un peu problématique. Ouais. Je pense enfin, la Fédération française d'athlétisme sera obligée de prendre en considération l'essor du trail parce qu'on voit quand même que c'est hyper démocratisé. Tu en as Mm. parlé tout à l'heure, tu as créé une association Ouais. au sein de ton village, etc. Donc, je pense qu'ils peuvent plus que se rendre à l'évidence Bah que le oui, trail aujourd'hui fait partie bah oui, du paysage. du paysage, ouais, Bah tout à oui, fait. oui, bah oui, oui, non, je pense que c'est important et c'est nécessaire. Et puis en même temps, ça va dans le sens de tout le monde. Enfin, je pense que l'intérêt d'une fédération, c'est d'avoir un maximum
de licencier. Et bon, s'il y a pas, alors l'entrée c'est un peu compliqué, mais on peut créer des licences et je suis sûre que les gens seraient prêts à adhérer à la Fédération française d'athlétisme si, par exemple, il y avait une assurance lors des trails ou des choses, voilà, qui iraient dans le sens des coureurs. On va pas se licencier. Moi, j'étais pas licenciée jusqu'à ce que je fasse une course sur route, puisque ça me servait à rien. Et les gens, c'est pareil, ils vont pas payer une licence s'ils n'ont aucun intérêt. Et si en plus leur pratique est un peu dénigrée par la fédération. Donc je pense que voilà, ça va dans le sens de tout le monde, de reconnaître l'essor du trail et de reconnaître la spécificité du trail et les valeurs qui sont propres au trail et voilà, les qualités aussi propres au trailer. Pas seulement en termes de comparaison de vitesse. Forcément, un trailer va aller moins vite qu'un marathonien. Ça n'a rien à voir. Il y a du dénivelé, il y a la montagne, il y a le climat, il y a plein de choses. Il faut s'adapter à plein de choses. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose que de toujours voir le côté négatif et en tout cas les moindres capacités des trailers dans tous les domaines, puisque je pense que les trailers ont des capacités spécifiques que les coureurs sur Bien route sûr. ou sur piste n'ont pas. Mais c'est un peu comme si on comparait le marathon avec un 100 mètres. Voilà, c'est On ne peut exactement. pas comparer Usain Bolt Voilà. et Kipchoge, quoi. C'est exactement, non mais c'est exactement ça, c'est exactement la même chose. Moi j'ai une bonne copine chez Oka qui fait de la piste et donc voilà, on voit bien, on a passé un week-end ensemble, on voit bien que chacun a ses spécificités. J'irai pas faire une séance de fractionné avec elle sur piste, enfin je peux, mais je peux prendre les temps en fait, je pense que voilà. Mais à côté de ça, une sortie 3 heures en montagne, elle peut pas la faire non plus. Donc voilà, chacun ses spécificités et il n'y a pas à comparer des choses qui sont pas comparables. C'est comme si on comparait un lancer de javelot et un triple saut. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, Tout à fait, voilà. c'est clair. Mm. Tu parlais de valeurs juste avant, les valeurs du trail. Mm. On a quand même l'impression petit à petit que les valeurs initiales de la course en montagne et du trail sont en train de s'éloigner de ce qu'elles étaient au début. Comment tu ressens, toi, la communauté trail de manière générale, et est-ce que tu sens un fossé de plus en plus important entre les élites et les pratiquants? Non, alors moi je pense qu'on a toujours l'impression que c'était mieux avant, C'est sûr. que ce soit dans le trail, que ce soit dans l'éducation, que ce soit en général en fait. On a toujours l'impression, c'est normal, c'est humain, donc on a toujours l'impression que c'était mieux avant. Moi je pense que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de pratiquants en trail et que forcément plus il y a de pratiquants, plus il y a de diversité d'approches et de façon de voir les choses. Est-ce que oui, effectivement, il y a des valeurs de respect, de cohésion, d'entraide dans le trail, et je pense que ces valeurs sont toujours présentes. Moi, c'est pour ça que j'ai fait aussi de la compétition en trail. J'ai fait de la compétition dans d'autres sports avant, et j'ai pas ressenti cet esprit-là, et c'est ce qui m'a pas plu dans la compétition, et c'est pour ça que je voulais pas en faire en course à pied. Et quand j'en ai fait en trail, j'ai été vraiment étonnée de ça, et c'est pour ça que j'ai continué et que je continue à en faire. Donc je pense que ces valeurs sont toujours présentes et qu'elles sont chères à tout le monde, que ce soit aux élites ou aux autres. On a tous plaisir à prendre un départ tous ensemble. C'est quelque chose qu'on aime, voilà. Comme à l'arrivée, aller boire un coup avec quelqu'un qui est arrivé deuxième, 15e, 300e, 2000e, on s'en fiche en fait. On a tous vécu notre course, on est tous allés loin, on est tous heureux d'arriver. Ça a été difficile pour tout le monde. Donc, non, je pense que les valeurs, elles sont là. Après, voilà, plus il y a de monde et plus il y a de façons de voir les choses et de façons de pratiquer. Donc, voilà, forcément, ça se dilue. Il faut de la place pour tout le monde. Voilà, il faut de la place pour tout le monde. Très bien, c'est parfait. Qui souhaiterais-tu entendre dans le podcast que tu me conseillerais? Alors, je te coupe, Audrey. Ouais. Si possible, une femme. Bah, Mimi. Mimi, mais elle parle français? Elle comprend. Est-ce qu'elle parle? Pas sûr. Mais tu m'as dit que tu allais interviewer Katie Scheid, elle parle pas français. Ouais, mais je promets rien quand même parce que. En française, une française. Juliette Blanchet? Ah, Ouais, je note. allez. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Juliette Blanchet? Juliette, c'est une traileuse qui a fait déjà plein de compétitions. Ça fait longtemps, elle a déjà une grande carrière derrière elle.
Et elle a notamment elle a participé, je sais pas, plusieurs fois, au moins 3 fois à la Diagonale des Fous. Et lorsque j'ai fait ma première, moi en 2018, ma seule en fait, Diagonale, on a terminé ensemble. En fait. On est deuxième ex-aequo. Et voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai croisé plusieurs fois sur des compétitions. Et d'ailleurs, même en dehors, parce qu'elle habite pas très loin de chez moi, elle habite à Grenoble. Et on s'est croisés dans les Bauges, notamment une fois avec Julien. C'était chouette. J'ai toujours plaisir à la croiser sur les compétitions. C'est une fille très simple et très chouette. Voilà. C'est noté, Audrey. Écoute, j'essaierai de la contacter. Ouais. C'est super. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer? Non, pas vraiment. Juste un message d'espoir. Je pense que là, la situation actuelle, elle a pas été évidente pour beaucoup de gens. Et là, à mon avis, ça va quand même aller vers le mieux. Donc voilà, je pense qu'il faut garder espoir et que ça va revenir. Ça va revenir. Les compétitions vont revenir et qu'on va tous bientôt se retrouver. C'est clair que ça nous manque. On sent que tu es quelqu'un de très, très stressé, mais de très optimiste aussi, Oui, c'est vrai. de manière générale. Ouais, c'est Ça vrai. fait plaisir. On arrive aux questions rapides. Ouais. Alors, c'est des réponses courtes sans argument. Tu es prête? Ouais, je suis prête. Plat favori après la course? Pizza. Boisson favorite après la course? Eau gazeuse. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Fait maison ou industriel? Industriel en course. Tu préfères des grosses rafales de vent ou une grosse averse de pluie? Oh putain. Grosse rafale de vent. Tu es plutôt racine ou plutôt verglas? Racine. Tu préfères courir de nuit ou de jour? 2 jours. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Musique à l'entraînement et rien du tout en compétition. La musique dont tu ne parles à personne. Les musiques Disney. Un exemple? Libéré, délivré. En courant? Oui, en courant. Et ça s'y prête bien, je trouve, non? Ah bah ouais, Ah carrément. bah alors moi, Surtout à l'arrivée. je me sens pousser des ailes. Et attention, Audrey, dernière question pour toi. Tu préférerais gagner la Hard Rock ou l'UTMB? l'UTMB. Sans hésitation. L'UTMB. C'est mon rêve, l'UTMB. C'est ton rêve. Mais Pour quelqu'un qui voulait pas la courir au début, Ouais, c'est clair. Mais je veux bien gagner la Hard Rock aussi. Hein. La Hard Rock, la Western State. toi tu veux tout gagner. Moi, je veux tout gagner. Bon, ben, on te souhaite le meilleur, on te souhaite de gagner les 3 courses de tes rêves. Et puis, je te remercie énormément, Audrey, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super chouette. Bah, merci beaucoup, c'était très sympa, ouais. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Pareil, à très bientôt. Salut, Audrey. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Audrey Tanguy. Je la remercie de nouveau pour son temps et pour avoir partagé avec nous toutes ses expériences, toute sa bonne humeur et son naturel. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook à Let's Try le podcast. N'hésitez pas, si vous souhaitez recevoir des nouvelles du LTP chaque mois, à vous inscrire à la newsletter que j'envoie. Vous aurez des news du LTP, les backstage de l'émission, et vous aurez également en avance le programme des sorties des épisodes. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!